La dernière. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Radio Nova. Bienvenue dans la dernière, en direct en public du Théâtre L'Européen à Paris qui est chaud bouillant, puisque c'est la dernière de l'année. Bien évidemment, on est ravis de vous retrouver. On est le 15 décembre 2024 et si vous nous écoutez dans le futur, le Premier ministre, c'est François Bayrou. Et si vous nous écoutez dans le passé, eh ben, c'est aussi François Bayrou. C'est quand même plus surprenant. C'est pas une faille dans l'espace-temps, c'est le monde d'après, on appelle ça. On sent quand même que Macron, il est seul. Hein. Même Le Drian a dit non. Déjà, je savais même pas qu'il était encore vivant, Le Drian. Mais lui non plus, il savait pas. Et l'ont appelé dans son caveau. Ah merde, il a dit non. Vraiment, le choix d'après, c'était Benalla, je pense. Ou Émile Louis. Mais à mon avis, il aurait dit non, Émile Louis. Non, Premier ministre de Macron, c'est pas bon pour mon image, il aurait dit. Bon, la période est difficile, mais une fois de plus, je suis évidemment bien entouré, puisqu'à mes côtés, cette semaine encore, la fabuleuse Juliette Arnaud. Et bonsoir. Ça va, Juliette? Ça va très bien, Guillaume. Impeccable. Et comment t'as vécu cette annonce de François Bayrou, Premier ministre? Ça devait être incroyable, ça devait être fou, non? Sereinement. Ouais. J'ai pas dessoulé depuis. Sereinement. T'étais dans une fan zone? Je t'imagine bien. Bah, bien sûr. Et également avec nous le tout aussi formidable Aymeric Lompré. Bonjour. Alors, Aymeric. Oui. Une question me brûle les lèvres. Comment tu traverses cette période si compliquée, tant au niveau institutionnel qu'au niveau des synergies d'influence des différentes sphères médiatico-politiques? Alors je m'attendais à cette question. Oui. Oui. Impeccable. Également avec nous, le non moins incroyable Pierre-Emmanuel Barré. C'est pas la peine. Bonjour. C'est peut-être pas la peine de faire tant d'applaudissements pour Pierre-Emmanuel Barré. Ah, si, voilà. si. Il est là, je veux dire, voilà. Est-ce que... Non. Moi, je trouve ça trop, personnellement. Ça va, quand même? T'as prévu d'être désagréable avec moi, encore? Je suis jamais désagréable, espèce de pauvre type. Voilà. C'est incroyable. Ça recommence. Nous rejoindrons pendant l'émission Arnaud Aymar, Douli et Florian Gouttière. Allez, merci beaucoup. C'est donc parti. C'est parti pour une nouvelle émission. C'est parti avec notre analyse de l'actu que le monde entier ne nous envie pas. Mais on s'en fout, car le monde entier, c'est des cons. Pierre-Emmanuel, Oui, allons-y. c'est moi qui ai commencé, Oui. j'ai une info. C'est Bernard qui a fait le coup. Mediapart révèle qu'en 2002, l'entourage de Bernard Arnault a demandé au ministère des Finances que son dossier fiscal soit classé secret défense. C'est Bernard qui a fait le coup. On ne sait pas. Attendez, si ça se trouve, il a rien à se reprocher. Il a demandé ça parce qu'il paye plus d'impôts que nécessaire et il veut pas que ça se sache. C'est ça les vrais philanthropes. Ils veulent rester dans l'ombre. Alors moi j'ai une info, avec lui on va se régaler. Louis Sarkozy vient de se lancer en politique. Avec lui, on va se régaler. Ah ouais, alors là lui s'il pouvait se lancer, mais vraiment avec plein d'élan quoi. Ah, je suis allé voir quelques tweets de cette pelle à merde. Tu sais, alors au début on se dit tiens il a 128 ans. En fait non il a 27 ans. On dirait Sarkozy c'est le papa et la maman c'est De Villiers. Lui c'est mon nouveau champion. Alors c'est fou, mais moi aussi j'ai une info. Ouh là là, mais c'est mon nouveau champion ou quoi? L'ancien ministre de la Justice, Dupond-Moretti, va nous raconter au théâtre ce que c'est que d'être ministre de la Justice pendant 4 ans dès février 2025. Oh là là, c'est mon nouveau champion, quoi. Non mais arrêtez, rigolez pas, hein, ça va être super instructif déjà. Et puis vu que c'est Philippe Lelouch qui le met en scène, un gars qui est à la fois archi fort en mécanique et viré de RMC pour propos sexistes et misogynes, je vois vraiment pas comment ça pourrait être gênant. Moi, j'ai une info. Ah, c'est donc possible de virer un chef d'État du pouvoir? Corée du Sud, le président Yoon Suk-yeol a été destitué par le Parlement. Ah, mais c'est donc possible de virer un chef d'État du pouvoir. Eh oui, Ségolène Royal et Emmanuel Valls ont été aperçus à l'aéroport, direction Séoul. La primaire entre les deux s'annonce serrée. Moi j'ai une info. 3 Français sur 4 vont manger du foie gras pour les fêtes. Alors pour info, gaver les oies, c'est pour provoquer une stéatose hépatique jusqu'à la cirrhose. Alors si pour vous faire la fiesta, c'est bouffer du foie d'alcoolo, faites pas chier les oies, c'est super les oies. Elles sont fidèles, elles protègent les maisons, elles pondent des œufs. Ça fait que 3 qualités, mais c'est déjà 3 de plus que Gérard Depardieu, Gérard Larcher ou Elisabeth Lévy. Alors pour les fêtes, mangez utile. Bravo. Très bon conseil. Alors, bravo Pierre, super ton Merci, niveau. merci. Moi j'ai une info, c'est trop cool de vivre en 1980. Hier a eu l'élection de Miss France. C'est trop cool de vivre en 1980. Et c'est Miss
X qui a gagné. Tu sais pas qui a gagné? Non, bah non, je vais pas regarder ce truc de merde du Moyen-Âge. Émeric? J'ai regardé. Voilà. C'est bien ce qui me semblait. J'ai regardé, j'ai adoré. Oui, c'est vrai. J'ai adoré. Oui, c'est on a compris. On a compris, c'était déjà... Foucault, il est top. Oui, c'était déjà gênant au début. Eh ben justement, Ouais. moi j'ai une info. The Times they are changing. En couverture du magazine Allez, ça va être Time, l'athlète de l'année, c'est la basketteuse universitaire Caitlin Clark. Ça... Ah, j'ai pas de super fort en Bob Dylan. Bref, depuis elle, tout le monde regarde le basket universitaire féminin. Et puis surtout, ça veut dire qu'on arrête avec c'est qui le plus fort, Messi ou Ronaldo, Nadal ou Federer ou l'autre sans gluten, ou Pierre-Emmanuel ou Emeric. C'est moi qui est la plus forte. Non, Non. c'est Caitlin Clark. Voilà. Moi, j'ai encore une info. Ah, c'est donc possible de virer un chef d'État du pouvoir. Bachar el-Assad a été chassé du pouvoir en Syrie. Ségolène Royal et Manuel Valls viennent de détourner leur vol en direction de Damas. La primaire s'annonce serrée. Oui, alors moi j'ai une info. Ah, c'est donc possible de virer un chef. Non, c'est un chef d'État. Et chef tout court. Non, ça marche pas. Désolé. Alors, Émeric, c'est le moment de ta séquence qui est très attendue, hein, tu le sais. Ah bon? Alors, tu voles d'échec en échec depuis le début de la saison. Oui. Mais là, tu m'as dit... De fiasco. De fiasco. Oui, c'est plus exactement des fiascos. Allez, Et ça met la confiance. voilà, c'est pour te challenger un peu. Mais aujourd'hui, tu m'as dit, j'ai mis le paquet. Hein, j'ai mis Ah, le- là, j'ai mis le paquet. Oui. C'est ce que tu m'as dit. Hein, Dans mon slip. Non, attends. Allez, c'était la chronique d'Émeric. Merci beaucoup. Non, attendez. Non, il y a quelque chose Il y derrière. a peut-être des gens d'RTL qui écoutent. Oui. Non, attends. Non, mais je vous cache pas, Guillaume, Oui. que là, c'est vrai que j'ai pas mal essuyé des échecs. Ah Non, c'est vrai. C'est la confiance qui revient. Oui. Et Allez, là, Émeric. je vous cache pas, je commence à être à court d'idées. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est à court d'idées? Des micro-trottoirs. Non. Je ne sais Non. pas qui fait les micro-trottoirs encore. Non, j'ai pas fait ça, j'ai pas envie de faire chier les gens. Non, je vais faire les journées mondiales. Oh. J'ai donc décidé jusqu'à la fin de l'année que j'étais à court d'idées et que toutes ces semaines, nous allons pénétrer dans l'univers bien décalé et mystique des journées mondiales. Ça vous dit? Non, je parlais aux auditeurs, pas à vous les spectateurs. Parce que vous les spectateurs, vous êtes obligés d'écouter. Parce que même si je fais genre... pendant 3 minutes, vous êtes quand même obligés, vous êtes là, ah ouais, intéressant. Alors que les auditeurs, ils peuvent aller faire autre chose s'ils aiment pas, comme par exemple descendre les poubelles ou aller faire caca. Alors que vous, dans le public, vous pouvez pas aller descendre les poubelles. Déjà parce que ce serait vraiment trop bizarre que vous soyez venus avec vos poubelles. Qu'est-ce que tu fais, Daniel? Ah merde, je l'ai prise en sortant, j'ai oublié de l'acheter. C'est ça, je me disais, j'étais bien lourd du côté gauche. Émeric, quoi Émeric, Ouais. on y va. Je suis parti dans un délire bien ouais, cool. C'était bien déliros, mais... Allez, tout à fait, pardon focus. patron, Oui, on allez. y va, tout à fait, aujourd'hui, c'est la journée mondiale du thé. Ah. Oh. Oui. Et la boisson, hein, pas la lettre. Hein. Sinon, vivons la journée mondiale du cul. Pas trop de rire, j'ai pas le temps. Alors, le thé, point. Cette boisson ô combien présente dans notre quotidien, comme les pantoufles, les sous-vêtements ou des couteaux à beurre. Aussi. Focus. Ouais, bah, j'ai trop de salive. L'origine du thé est le sujet de plusieurs mythes et légendes asiatiques. La consommation du thé commence en Chine, contrairement à l'Angleterre qu'on croit toujours. Mais vers la fin de l'Antiquité, j'ai mal mis la virgule. Attends. Le premier texte qui mentionne la boisson, le thé, est un texte de Wang Bao, qui disait, dans son premier roman, l'art des plantes qu'on met dans l'eau chaude. Il disait, voulez-vous une plante qu'on met dans l'eau chaude? Et là, tous les Chinois, les vallées chinoises étaient là. Ah, essayons. Mais c'est plus marrant avec l'accent, mais Guillaume, il veut pas que je le fasse. Il dit que c'est une émission progressiste. Ah, mais essayons. Hein. Non, alors non. Vous voyez, c'est plus drôle. Bon. Le thé peut être servi de bien des milliers de façons. Comme par exemple dans une tasse, via une cruche. Ou alors dans... On va arrêter. Bon, ouais. Émeric, on va Non, arrêter. ouais. Non, mais parce que vraiment, on dirait que tu fais ça à contre-cœur. On dirait que c'est pas une séquence que tu affectionnes Non, particulièrement. j'affectionne pas la séquence. Bah non. Mais tu sais que nous non plus. Hein. Pour nous, c'est un moment difficile à chaque fois. Hein. Ah bon? Oui, c'est peut-être mieux si, je sais pas, si tu t'as pas d'autres Je idées. meurs. Non. Non, encore que tu ferais un très bon compost, je pense. Mais Et en un mot,
Ouais, ça non, par exemple. Non. Non, mais je vais proposer d'autres trucs à la rentrée. Voilà, c'est mieux. Ouais. Oh, je viens d'avoir une idée de génie. Vas-y. Et à la rentrée, en fait, je vais Voilà, faire- c'est bien ça, c'est super. Allez, ça pourra pas encore dit. ça pourra pas être pire, je pense. Allez, on va souffler un petit peu, Juliette, si tu le permets, un petit peu de musique. Qu'est-ce qu'on écoute? Eh bien, Guillaume, moi j'aime autant les chanteuses de R&B que toi tu aimes Mano, mon pauvre. Et je suis bien certaine que tu ne connais pas celle-ci qui est originaire de Chicago, qui s'appelle Ravin Lenae. Son titre c'est Love Me Not. C'est typique, tu vois, ce genre de chanson, des moments où on ne sait pas si le type il est amoureux ou pas, le moment du doute. Eh ben c'est déjà de l'amour. Et ça, Mano, eh ben ils n'en savent rien. C'était Ravin Lenae avec Love Me Not. Vous êtes bien sur Radio Nova, la dernière avec Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré. Et c'est le moment d'accueillir notre invité du jour. Alors c'est notre dernière émission avant Noël et on avait envie d'être un petit peu plus léger. Voilà, c'est vrai que bah oui, le reste de l'année on a reçu des sociologues, universitaires, etc. C'est pourquoi on a choisi un invité feel good, un invité détente. Le président de Médecins du Monde, Jean-François Corti, est avec nous. Sois le bienvenu, Jean-François. Merci, bonsoir. Merci d'être venu nous rendre visite. Alors ça va, puisque l'actualité pour Médecins du Monde n'est pas trop chargée? Ah ben on est plein dans l'actu, on a plein de boulot, on est hyper content, on n'est pas au chômage. Ça se frise la moustache un petit peu quand même, voilà, non, on peut le dire. Alors, je vais te présenter en quelques mots, tu me dis si je me trompe d'ailleurs. Bah déjà, t'es médecin. Ouais. Pour un président de Médecins du Monde, c'est quand même pas mal. Encore que le président de Handicap International est pas handicapé. Attends, bon voilà, je précise. T'as aussi un DEA d'anthropologie politique. Ouais. Ça m'a intrigué. Tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est? L'anthropologie, c'est s'intéresser. Ça va, mais anthropologie politique. S'intéresser au système politique, notamment mes études, c'est centré sur les systèmes africains. Donc, je voulais comprendre par les sciences sociales dans quel environnement j'allais être amené à travailler, parce que je voulais être humanitaire. J'étais médecin, mais je voulais avoir un peu plus de connaissances des logiques des acteurs, la manière dont ils fonctionnent. Les structures sociales. Voilà, entre autres. Et donc, j'ai fait cette formation aussi avant de partir sur le terrain pour des actions humanitaires. Et après, du coup, tu pars sur le terrain, tu commences à Médecins du Monde en tant que bénévole à la fin des années 90. Érythrée, Libéria, Afghanistan, Niger, Iran. Dans quel état d'esprit t'es à ce moment-là? Est-ce que... Feel good. Ouais, feel good. Tu te lances, t'as envie de sauver le monde. Comment tu te sens? Comme tous les humanitaires, Ouais. je suis à fond. J'enchaîne les missions avec Médecins sans frontières à l'époque, Médecins sans frontières France, donc des missions d'urgence plutôt courtes, mais où ça cartonne bien, quoi. Libéria, Érythrée, voilà. Et puis aussi Afghanistan. Mais t'as ce goût d'aller dans des endroits justement où tu dis ça cartonne bien? Non, je suis pas. J'ai peur comme tout le monde aussi dans ces endroits-là, mais ça fait partie des terrains classiques des humanitaires où l'aide est importante, où les gens ont des besoins. Puis après, j'ai été chef de mission pendant 1 an en Iran. Alors c'était un peu plus calme, même si bosser avec les autorités iraniennes, c'est pas toujours facile. Mais on travaillait sur les problématiques des réfugiés afghans, notamment sur le sud, sur Zaïdan, et sur le nord, sur Mashhad. Et puis il y a eu à ce moment-là le tremblement de terre à Bam, il y a eu 10 000 morts. Et on était en place avec les équipes. Donc ça a été à la fois de l'urgence et du travail sur les populations réfugiées. Donc c'était passionnant. Ouais. Alors dans ces cas-là, j'imagine qu'il faut être à peu près sûr de sa vocation. Toi, d'après ce que j'ai lu, ta vocation, enfin ton désir de faire de la médecine humanitaire, elle te date de l'adolescence. Alors c'est un fantasme un peu qui nous paraît un peu bizarre en 2024. T'as vu Bernard Kouchner à la télé? Non, j'ai vu Ronnie Broman, c'est un autre, c'en est un autre. C'est l'ancien président. Non, je sais bien, je croyais vraiment que c'était... Je ne confonds pas Ronnie Broman et Bernard Kouchner. Okay. Ah, j'allais dire. Ça serait Aymeric. Non. Elle confond les deux. Non, je pensais vraiment que c'était... Ça compte donc la représentation... ça compte donc de voir quelqu'un à la télévision qui fait ce métier-là pour influencer la vocation d'un très jeune homme. Oui, moi j'avais 14-15 ans, j'avais le goût du voyage, j'ai vécu, je suis né au Maroc, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 8-10 ans, ensuite mes parents sont rentrés en France, dans le sud de la France, vers Toulouse, où vous allez régulièrement faire des émissions d'ailleurs. Et voilà, j'avais envie de voyager, mais de donner du sens au voyage, pas passer pour passer. Et je me suis dit, en faisant de la médecine, ça serait un passeport pour toucher les gens, pour m'inscrire dans un environnement. Et donc, oui, j'ai vu Ronnie Broman à la télé, ancien président d'MSF.
Et je me suis dit, je veux bosser avec ces gens-là, quoi. Et je veux partir sur le terrain. Et voilà. Et donc la conscience politique, elle n'est pas d'emblée quand on a 15-16 ans. Elle se construit au fur et à mesure. Et j'ai aimé, et c'est mon engagement, être dans des organisations qui sont indépendantes, qui ont les moyens de faire des opérations, de s'inscrire dans le terrain, de soigner des gens, d'être dans des partenariats avec des associations locales notamment, et puis de faire de la politique, c'est-à-dire non partisane, ni de droite ni de gauche, ni en même temps. Je le précise. C'est le premier invité de droite. J'aurais pas cru lui, tiens, dis donc. Mais c'est être sur des terrains effectivement éminemment politiques, l'accès aux soins, le droit international humanitaire, les génocides et tout ça, de pouvoir dénoncer l'inacceptable, et donc essayer d'être un acteur du changement social, mais sans être tenu par des logiques de parti ou autre, en étant indépendant. Et c'est ça qui m'a plu dans l'humanitaire, en tout cas au travers d'associations comme Médecins du Monde ou Médecins sans frontières. Depuis le printemps 2024, tu étais vice-président et tu es devenu président de Médecins du Monde. Ouais. Est-ce que ça change un truc? Est-ce que tu as l'impression d'avoir encore plus les moyens de tes convictions? Ou franchement ça sert à rien? J'ai une indemnité depuis en tant que président, que ça change ma vie un peu. Non, c'est ça qui a changé chez toi. C'est pognon. Et est-ce que tu as le temps d'aller encore sur le terrain surtout? J'y vais de temps en temps pour voir les équipes, mais c'est des missions qui sont assez courtes. Je fais 10-15 jours pour aller pour soutenir les équipes, pour m'intéresser à certains projets. Par exemple, en ce moment, j'aimerais bien porter... d'abord, je représente l'association, le conseil d'administration. Évidemment, il y a un peu plus d'exposition quand tu es président que quand tu es vice-président, pour des raisons politiques internes. Mais j'ai l'intention de porter aussi, pendant ma mandature, certains projets, assurer la continuité des missions classiques d'urgence. On est très engagé sur la question des droits en santé sexuelle et reproductive, sur la question de la santé environnementale notamment. Et j'aimerais bien faire en sorte que cette question de la santé environnementale, qui nous tous touche et qu'il y ait un peu un sujet d'urgence du moment, notamment les effets liés à la crise climatique ou à la chute de la biodiversité, que les humanitaires soient encore plus engagés sur ces projets. Alors on a un programme par exemple au Népal où on aide des agriculteurs à sortir de l'agriculture intensive pour aller vers du bio, en essayant de limiter les risques qu'ils ont d'exposition aux pesticides. On a ce programme aussi en République démocratique du Congo. On a démarré un projet aussi à Bredon. Donc j'essaie de faire le tour et les missions d'urgence et de certains programmes comme des programmes de santé environnement qui sont un peu plus sur le long terme, quoi. Voilà, pour porter un petit peu ce projet, faire en sorte que dans le paradigme humanitaire, cette question de la santé environnementale soit encore plus opérationnelle, plus dans le champ du politique, parce qu'il y a urgence à se mobiliser. Et alors, ça, on va en reparler, mais on voulait attaquer par un petit sujet qui est la situation à Gaza. Ouais. Est-ce que tu as encore des équipes sur place, et surtout, est-ce que tu as des nouvelles de tes équipes sur place? Oui, Médecins du Monde, ça fait depuis très longtemps qu'on est à Gaza et en Cisjordanie, parce que les médias mainstream nous rappellent que, en fait, le 7 octobre 2023, qui a été une atrocité absolue, avec 1200 Israéliens qui ont été tués, en fait, le conflit israélo-palestinien, il n'a pas commencé le 7 octobre, il a commencé depuis des dizaines et des dizaines d'années. Il y a eu des milliers de morts palestiniens, des gens qui ont été expropriés, qui ont été tués régulièrement. Il y a une colonisation active après 800 000 colons en Cisjordanie. Et puis Gaza, qui s'est retrouvé sous blocus depuis 17 ans. Il faut distinguer les embargos des blocus des sièges. Un embargo, on l'a vu en Irak, en Sierra Leone, on met la pression économique, on empêche du matériel de rentrer, des flux financiers. Donc les civils payent un lourd tribut, y compris dans le champ de la santé. À Gaza, il y a eu depuis 17 ans un blocus, c'est-à-dire qu'il y avait déjà aussi un rationnement d'entrée. C'était 500-600 camions qui rentraient chaque jour et qui étaient vraiment ce qu'il fallait pour simplement que les gens puissent vivre. On avait des équipes pour pouvoir répondre aux besoins de santé dans cette bande de terre qui fait 40 km de long sur 8 de large, mais c'était très difficile d'y aller. Moi, je suis allé voir les équipes il y a 5-6 ans. Donc ça, c'était avant le 7 octobre. Voilà, vous rentrez dans une prison à ciel ouvert. Enfin, c'est quand même hyper chaud, quoi. Et à partir du lendemain du 7 octobre 2023, là, il y a eu un siège, c'est-à-dire qu'on est passé sur un palier supplémentaire avec des violences, des bombardements beaucoup plus intenses. Et aujourd'hui, en fait, on a 80 personnes qui sont essentiellement des Palestiniens, qui sont sur Dar el-Bala et Al-Mawazi, qui sont au centre de la bande de Gaza. C'est comme 95% de la population des personnes qui ont dû se déplacer à plusieurs reprises, qui vivent dans un contexte où on parle de 44 000 morts, et probablement que ces chiffres sont largement sous-proportionnés par rapport au nombre total de morts. Je pense qu'on peut multiplier par 2, par 3, parce que ça ne prend pas en compte les personnes qui sont restées sous les décombres ou les personnes qui meurent d'un défaut de soins. Et
il y en a beaucoup. Quand vous avez un infarctus ou un asthme décompensé ou un diabète, vous appelez le SAMU. Là-bas, il n'y a pas de SAMU qui vient. Donc, vous allez mourir chez vous. Et si vous sortez pour aller vous faire soigner dans les quelques hôpitaux qui restent, vous vous faites sniper. Donc, il y a énormément de morts. Donc, ça veut dire qu'il y a plus de morts que le chiffre plus ou moins officiel annoncé par le Hamas, qui est souvent contesté d'ailleurs. Absolument. Mais qui est réaliste sur la base de ce qui peut être quantifié concrètement. Okay. Il y a plus de 100 000 blessés. Et une spécificité qui est très importante, c'est qu'il y a énormément, des dizaines et des dizaines de milliers d'enfants qui sont handicapés, qui sont orphelins et qu'on ne peut pas évacuer parce que c'est fermé et Gaza est bloqué. Donc on a une centaine de Palestiniens qui essayent de travailler, qui sont sur cette zone, qui vivent sous des bâches en plastique, comme 1,5 million de personnes qui sont concentrées sur Dar al-Balah et al-Mawazi, donc c'est au centre de la bande de Gaza. On a énormément de mal à faire entrer du matériel. Pour exemple, pendant un an, on n'a pu faire entrer que 4 camions de matériel, alors qu'on a des tonnes de matos qui sont prépositionnés à Al-Rish côté égyptien ou côté israélien, et que voilà, il y a des barrages et l'aide est empêchée en fait. Et donc il y a une aide sous-proportionnée volontairement, et donc dans ces conditions, nos équipes elles font quand même des soins. Même côté égyptien. L'aide ne peut pas être acheminée. Non, parce que c'est bloqué par les autorités israéliennes. Donc, vous avez en permanence des négociations à faire. Selon les mois, il y a entre 50 et 150 camions qui rentrent, qui sont autorisés, dont la moitié entretiennent un business privé encore, parce qu'il y a encore un peu de business et aussi de l'aide. Et puis, du fait de la destruction de plus de 90% des infrastructures essentielles, du bâti, eh bien, vous avez énormément de prédation aussi. Quand il y a quelques camions qui rentrent, il y a beaucoup de vols parce qu'il n'y a plus aussi d'infrastructures, plus de police, plus de forces régaliennes. Donc c'est en fait une quasi-anarchie aujourd'hui. Donc on est dans ce contexte où nos équipes, elles font des consultations de santé primaire, de santé mentale. Elles sont dans une situation extrêmement difficile. Mais voilà, j'aimerais bien qu'on les applaudisse parce qu'ils font un boulot de dingue. Faisons-le. Et on les embrasse. Et on les soutient. On va reparler de tout ça. Évidemment, Jean-François, merci d'être avec nous. On va continuer à en parler jusqu'à 20h. Heureusement, en France, c'est plus calme. On peut rassurer le consommateur pour qu'il aille consommer le fruit de son labeur. C'est la publicité. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Nova et c'est toujours la dernière avec Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, Aymeric Lomprey et notre invité, le président de Médecins du Monde, Jean-François Corti. Et c'est le retour de celle qui est une héroïne, notamment pour les consommateurs d'héroïne. C'est la fantastique Douli. Allez. Comment ils vont, mes petits culs? Eh ben, ça fait plaisir. Alors, toujours pas de politique, non. De toute façon, il y a 3 mois, je pensais que le projet, c'était de décapiter Macron et de lui chier dans le cou. Mais hier, je l'ai encore vu vivant à la télé, tout sourire. Et je n'y comprends plus rien. Voilà, je vais donc rester dans ma zone de confort, à savoir le chaos et la légèreté. Alors, bientôt les fêtes et je connais mon public. Donc, je ne m'adresserai pas à ceux qui vont s'embrasser chaleureusement avec des phrases telles que « Oh, des chaussettes en pilou-pilou, merci tonton Léonard !» Non, je m'adresse à ceux pour qui les fêtes de fin d'année sont l'occasion de se saccager la gueule à tout type de stupéfiants. Alors bien évidemment, je ne suis pas sans savoir que la prévention classique type « ne vous droguez pas, c'est mauvais pour la santé » n'aura absolument aucun impact sur vos projets de visiter la Chétanie. Je suis donc là comme chaque année pour vous rappeler par des exemples concrets les dégâts de ces substances sur votre cerveau et votre réputation. C'est parti pour la PPF, prévention pré-fiesta. Mon ami Mika, directeur du restaurant très sérieux dans la vie, a décidé de tester le LSD un 31 décembre en plein service. 30 minutes après ingestion, Mika déclare « Ça ne m'a rien fait ta merde, virgule, refile-moi un buvard. » Erreur de débutant, Mika. Un quart d'heure plus tard, Mika s'est allumé une clope alors qu'il est non-fumeur. Un acte sans conséquence puisque Mika fumait une clope imaginaire. Et là c'était parti, c'est vraiment le mot, c'est-à-dire qu'on a perdu pendant 4 jours. Quand les flics l'ont retrouvé, il était en slip, en train de s'embrouiller avec Dieu dans Notre-Dame de Paris. Véridique, il essayait d'étrangler Jésus avec une guirlande lumineuse en criant « Vas-y Jésus, fais pas ta pute, file-moi le code Wi-Fi !»
Il nous a dit, j'étais en conf call avec Dieu, j'ai bougé à Notre-Dame en pensant que la connexion serait meilleure. Voilà. Visiblement, ça ne captait pas mieux. Alors, la drogue fait des dégâts, mais l'alcool souvent aussi suffit. J'ai joué un 24 décembre, je fête pas Noël, donc je m'en fous. Des amis sont venus. Le spectacle était à 21h et se sont donc retrouvés pour l'apéro, vers midi. Qui prend l'apéro à midi? Mes amis. Mon amie Nadia a perdu sa chaussure gauche en arrivant dans le théâtre. Comment peut-on perdre une chaussure alors qu'on est en âge de payer des impôts et qu'on n'est pas dans une poussette? Réponse, en prenant l'apéro à midi. Elle est donc allée voir les spectateurs un par un avec son autre chaussure à la main. Et pendant tout le spectacle, j'ai entendu hey, « T'as pas vu ma chaussure? C'est la même que celle-là, mais l'autre. » Je vous jure, j'entendais ça partout dans la salle, à gauche, à droite, au fond. « T'as pas vu ma chaussure ?» Alors, heureusement, tout est bien, qui finit bien. Nadia a fait un malaise et s'est endormie sous son siège. Voilà. Mon pote Polo également qui s'est déboîté à l'absinthe un soir de réveillon, et vous allez voir que c'est pas parce qu'on se déchire à l'absinthe qu'on est capable d'écrire les fleurs du mal. Polo s'est réveillé chez lui le 1er janvier en slip, t-shirt, chaussettes avec un mal de crâne d'enfoiré. Il est allé dans la salle de bain, il s'est regardé dans le miroir. Polo s'était couché avec son casque de moto. La question est donc la suivante. A-t-il mis 2 heures à enlever son pull avec son casque? Ou a-t-il enlevé son casque, enlevé son pull, remis son casque? Petite anecdote personnelle. Moi, au réveil, la question que je me suis déjà posée, c'est comment j'ai fait pour me retrouver en slip en gardant mes bottes. Voilà. Ça n'a aucune allure. Et enfin, Ilan, qui s'est vautré en trottinette déchirée à l'eau de vie et au picombière. Il s'est pété les dents et dans sa défonce, il est parti en parano. Il s'est dit, putain, j'ai avalé mes dents. Et là, idée de génie, Ilan a décidé de chier discrètement dans le pot d'un sapin de Noël, place de l'hôtel de ville. Pour ensuite fouiller son caca dans l'espoir de retrouver ses chicots. Tout ça devant des touristes japonais pétrifiés venus visiter Paris, la ville lumière. Voilà. Voilà mes petits culs, j'en ai fini avec la PPF. Faites gaffe et surtout n'oubliez pas, comme le disait Voltaire, usez, n'abusez pas, ni l'abstinence ni l'excès ne rendent un homme heureux, ou comme le disait encore avec plus de justesse Jean-Claude Van Damme, la drogue, c'est comme quand tu closes your eyes et que tu traverses la rue. Amen Jean-Claude, de très bonnes fêtes à tous, je vous kiffe, prenez soin de vous. Merci beaucoup, Douli. Douli, on te retrouve le 20 décembre à Grenoble et le 22 mai à l'Olympia. Merci beaucoup, Douli. Ça nous a passé l'envie de prendre de la drogue, même si on en aurait bien besoin, puisqu'on est toujours avec Jean-François Corti, le président de Médecins du Monde, et on parlait de Gaza. Et je crois que Juliette, tu as une question pour Jean-François. D'après ce que je sais, il y a une trentaine de personnes de Médecins du Monde qui est à Gaza en ce moment. Plus, t'as dit non tout à l'heure, 80 ouais. Ça change régulièrement. Okay. Alors, qui sont ces gens? Est-ce que c'est des toubibs? Est-ce que c'est des infirmières? Est-ce que c'est des Palestiniens? Est-ce que c'est des gens de plusieurs nationalités? Ils ont quel âge? Est-ce qu'ils sentent encore de rester là-bas? Ils sont dans quel état? Ils ne se sentent pas de rester là-bas, ils sont obligés de rester là-bas parce qu'ils sont enfermés en fait. Depuis le lundi 7 octobre, personne pratiquement n'a pu sortir. Quelques personnes ont pu, mais c'est essentiellement des Palestiniens. Certains travaillent de longue date avec Médecins du Monde depuis plusieurs années. On en a recruté ces dernières semaines, mais on a perdu un médecin sous les bombes fin 2023. C'était le coordinateur de nos actions mobiles à Gaza qui travaillait avec nous depuis de nombreuses années. Il avait 30 ans, il avait été formé en Angleterre. C'était un super gars et il est mort sous les bombes et une partie de sa famille qui est venue le chercher, ils n'avaient pas de pelleteuse parce que c'était difficile de trouver du gasoil, ils sont venus gratter à la main, il y a une deuxième bombe qui est venue qui a tué tout le monde. Il y a plus de 300 personnes qui sont mortes à Gaza, 300 humanitaires avec une grande majorité de Palestiniens. C'est qu'une dizaine d'expatriés qui ont été tués parce que les Israéliens font gaffe quand même de ne pas buter trop d'expats, pour ne pas se mettre en tension avec la plupart des Occidentaux qui les soutiennent dans leur guerre. Mais ça veut dire que ceux qui ont été tués visés en tout cas délibérément?
pas forcément. Ils font partie des bombardements massifs qui laminent des quartiers entiers. C'est donc près de 300 humanitaires, une grande majorité des acteurs de l'UNRWA, cette agence qui apporte de l'aide médicale, qui scolarise les enfants, qui amène de la bouffe, ça dépend des Nations Unies. Et cette agence, elle est dans la cible des autorités israéliennes, une cible politique et une cible militaire. Donc beaucoup d'acteurs ont été tués de cette agence. Pas mal d'humanitaires aussi, ce qu'on appelle des staffs locaux, c'est-à-dire des équipes d'organisations internationales comme MSF, comme Save the Children ou Médecins du Monde, qui ont perdu aussi des membres de leur équipe. Donc c'est des acteurs locaux. C'est des hommes, des femmes qui sont médecins, infirmières, psychologues, pas mal, qui font de la logistique pour faire en sorte que nos centres de santé fonctionnent. Et on a des centaines de consultations par jour où on fait de la santé primaire, on fait de la vaccination un petit peu. Il y a la polio qui est revenue sur ce territoire. On fait du soutien en santé mentale. Mais comme je vous le dis, pour moi, c'est des gens qui sont dans une souffrance parce que plus de 90% de ces gens ont perdu des membres de leur famille. Ils ont tous été déplacés à plusieurs reprises. Au départ, la plupart étaient à Gaza-Ville. Ensuite, on leur a dit d'aller à Khan Younes. Ensuite, on leur a dit de descendre à Rafah. Ensuite, on leur a dit de remonter. Pour aujourd'hui, comme 1,5 million de personnes, être sur une bande très serrée. C'est même plus Gaza en entier. C'est très serré sur Al-Mawazi et Dar Arbala, où nos équipes essayent de produire du soin. La plupart dorment sous des tentes, sous des bâches en plastique. Ils cherchent à bouffer et à boire à longueur de journée, comme les 2 millions de personnes qui vivent à Gaza. Et en même temps, ils font de la consultation, ils font du soutien psy, ils font de la santé mentale. Et on essaie de les avoir au téléphone tous les jours. Et chaque jour, on ne sait pas si le lendemain, on les aura au téléphone, parce que cette bande d'Al-Mawazi est censée être une zone dite humanitaire, mais elle n'a d'humanitaire que de nom, parce que régulièrement, il y a des bombardements aussi qui se font. Et donc voilà, on est en permanence en tension et sur de la prod matérielle et sur la survie de notre équipe. Donc depuis un an et demi, elles vivent un enfer au quotidien comme 2 millions de personnes. C'est tout à fait passionnant et tout à fait terrifiant. Merci beaucoup Jean-François d'être avec nous. On a plein d'autres questions, évidemment, reste jusqu'à 20h. Mais avant ça, Pierre-Emmanuel, je sais pas si je te demande pour les questions des auditeurs, parce que je voulais pas t'énerver. La dernière fois, ça t'avait... Voilà, alors je te le dis, si t'as pas envie aujourd'hui, si t'as envie d'être peut-être plus calme, peut-être si tu as envie d'aller boire un petit chocolat chaud. Non, merci. Merci. Voilà. Non, tu merci, n'es pas Guillaume. obligé de faire les questions des auditeurs. Merci Guillaume, mais non. Non, je vous dois des excuses, Guillaume. La semaine dernière, je me suis un petit peu emporté. J'ai haussé le ton. Ce n'était ni respectueux, ni professionnel. Et je vous l'avoue maintenant, c'est moi qui ai fait pipi dans votre sac à dos à la sortie de l'émission. Vous avez accusé Aymeric, c'est compréhensible, mais pour la première fois cette année, ce n'était pas lui. Cela dit, le fait que chaque semaine un subordonné urine sur vos affaires devrait peut-être vous inciter à vous questionner sur votre charisme et vos méthodes de management. Mais je ne vais pas ternir mon mea culpa en relevant tous vos torts. D'abord parce que nous n'avons que 2 heures d'antenne, ça ne suffirait pas. Et ensuite parce que mon propos aujourd'hui est de faire amende honorable, pas de mettre en lumière vos nombreuses tares. Elles brillent d'ailleurs très bien par elles-mêmes et selon Thomas Pesquet seraient même visibles depuis la Station Spatiale Internationale au même titre que le Grand Canyon ou encore le delta du Gange. Voilà, je vous présente donc mes excuses pour mon emportement de la semaine dernière et même si cela serait parfaitement justifié, je ne vous demande pas de me présenter les vôtres. Je ne pourrais pas les accepter. En effet, comme son nom l'indique, l'excuse excuse. Elle présente des circonstances atténuantes pour amoindrir la faute et je ne vois aucune circonstance capable de justifier votre comportement dans cette émission et plus globalement depuis votre naissance. Alors, mettons tout ça sous le tapis et n'en parlons plus. C'est comme ça qu'on règle les problèmes quand c'est l'interlocuteur le problème. Je n'ai bien entendu pas répondu aux questions des auditeurs, Guillaume. En revanche, j'en ai inventé. Et c'est un courrier assez exceptionnel que je tiens aujourd'hui entre mes mains parce que figurez-vous qu'il est signé de la main de Guilhem Maurice qui nous écrit de Saint-Roustan. Saint-Roustan, commune dont Guilhem est le maire. Alors je vous lis, cher Pierre-Emmanuel, cher Aymeric, chère Juliette.
Il ne vous salue pas, Guillaume. Le brave homme a bon goût. Merci pour les coups de projecteur hebdomadaires sur notre belle cité. Je vous écoute tous les dimanches, le cœur chargé d'émotions et l'estomac rempli de stouts et de coucouilles. Si je prends la plume aujourd'hui, c'est pour profiter de la présence dans l'émission de Jean-François Corti, tiens donc, le président de Médecins du Monde, afin de saluer l'action de son association partout dans le monde et de vous faire part d'une modeste initiative de la ville de Saint-Roustan. Les racilariennes et racilariens sont en effet particulièrement touchés par les souffrances des habitants de Gaza, Beyrouth, Mariupol, Khartoum ou encore Sanaa au Yémen. Nous connaissons la douleur d'être une ville qui n'existe pas. Alors comment ne pas comprendre la détresse de villes qui n'existeront bientôt plus? Aussi, au dernier conseil municipal et sur une proposition de Muriel Verbruggen, Saint-Roustan a décidé de décliner toute une gamme de goodies aux couleurs de la ville. Tiens donc. Et de les mettre en vente sur le site web de notre commune Saint-Roustan, saint-roustan.com. Alors vous y trouverez des mugs, t-shirts, sweats, chopes de bière et autres stickers en tout genre. Bien entendu, l'intégralité des bénéfices sera reversée à Médecins du Monde afin de soutenir leur nécessaire engagement. Je dis bien l'intégralité des bénéfices. La ville ne récupérera pas le moindre euro sur la vente. À Saint-Roustan, on n'est pas des truands. Veuillez trouver 6 juin... Ah oui, un paquet. Veuillez trouver 6 juin quelques échantillons à présenter à ceux qui souhaitent arborer fièrement les couleurs de notre ville et par là même soutenir Médecins du Monde. Voici par exemple le mug Saint-Roustan. Ah oui, très beau. Décoré de notre blason millénaire représentant l'héroïque Nadine Razillac lors de la bataille du plateau de Beauce contre les troupes de l'infâme duc de Ventrèche. Il est magnifique. Regardez, on voit même dépasser les grandes lèvres de Nadine sur lesquelles elle trébucha en l'an 937 avant Guilhem. Pour les plus assoiffés, nous proposerons également dans quelques jours la véritable chope de Stutz, la traditionnelle boisson racilarienne élue 56 années de suite meilleure bière qui n'existe pas par le bimensuel Houblon Magazine qui titre dans sa dernière édition la Stutz, il n'y a pas de Malte à se faire du bien. Merci. C'est Houblon Magazine. C'est un grand magazine. Merci à tous ceux qui joindront leur effort et leur pognon à la lutte pour un monde plus humain où l'existence comme la non-existence ne serait plus une souffrance. Bien à vous, Guilhem Maurice. Quel homme. Quel homme. J'en ai les larmes aux yeux. Ah, attendez, il y a un PS. PS, si vous avez des questions, posez-les à vos proches. Et si vous avez des proches, offrez-leur des t-shirts. Merci. Merci Pierre-Emmanuel Barré et merci Guilhem Maurice. Donc c'est une vraie initiative. Mais bien sûr. Donc on va rappeler le site internet, donc saint-roustan.com. Tout à fait. Et vous avez toute une gamme de goodies et tous les bénéfices sont reversés à Médecins du Monde. Bravo à Guilhem Maurice qu'on peut... Ouais, très très belle action. Ruez-vous dessus dès maintenant, vous avez le temps parce qu'on va écouter un petit peu de musique. Juliette, qu'est-ce qu'on va écouter? Un titre que peut-être Jean-François a écouté quand il était petit garçon avec la prémonition que oui, il y a beaucoup de drames en ce bas monde. C'était vrai en 1979. C'est pareil en 2024, mais je suppose que ça passe mieux quand c'est Bob Marley qui le chante. So much trouble in the world. C'était So much trouble in the world de Bob Marley. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière avec Juliette Arnaud, Aymeric Longpré, Pierre-Emmanuel Barré en direct du théâtre L'Européen à Paris. Et c'est le moment dans cette émission où on rétablit l'équité et la justice. Ça va nous faire du bien, je sais que vous n'aimez pas ça. Je sais que ça vous met en panique. La France a peur. Arrêtez! Alors, Jean-François Corti, j'entends ce que tu dis depuis tout à l'heure, les enfants qui meurent sous les bombes et gna gna gna. Oui, alors c'est vrai qu'un enfant mort, ça peut être déplaisant. C'est vrai, je te l'accorde. Sauf peut-être si c'est un gamin qui court dans l'allée centrale du TGV, qui n'a jamais eu envie, qui s'éclate la tête comme ça sur la coudoir. Peut-être que Netanyahou, c'est un mec qui à chaque fois tombe sur un carré famille dans le train. Et à un moment donné, il en a gros sur la patate, le gars. C'est une hypothèse. Mais on doit le dire, les enfants sont agaçants. Regardez ceux de Pierre-Emmanuel Barré.
Oui, tu as des enfants, Pierre. Oui, oui, je te le rappelle parce qu'il y a ta femme qui m'a appelé ce matin pour me dire est-ce que tu pourrais rappeler subtilement dans ta chronique que mon mari a des enfants. Voilà, donc puis après, ça a coupé. Elle a dû s'endormir à l'intérieur de son sommeil. Mais je comprends, Pierre-Emmanuel, les enfants, c'est pénible. Et c'est ça que je reproche à Jean-François, c'est de manquer de nuances et de subtilité dans l'analyse. Le monde est rempli de nuances et de subtilités. Moi, je t'ai fait une petite compile de fin d'année sur toutes les nuances et les subtilités entendues depuis le 7 octobre 2023. T'es prêt ? T'es pas prêt. Je pense que t'es pas prêt. On commence avec Céline Pina, une grande intellectuelle française, régulièrement invitée un petit peu partout, et elle parle des bombes israéliennes. Une bombe qui explose et qui va détruire et qui va faire des dégâts collatéraux tuera sans doute des enfants. Mais ces enfants ne mourront pas en ayant l'impression qu'en face d'eux, l'humanité a trahi tout ce qu'ils étaient en droit d'attendre. C'est ça que tu ne comprends pas, Jeff. Les gamins de Gaza, ils meurent quasiment soulagés. Ils sont soulagés parce qu'ils se prennent 4 tonnes d'explosifs sur la gueule, mais ils savent que l'humanité n'a pas trahi. Et c'est ça qui est important. L'humanité ne trahit pas. L'humanité, c'est pas Emmerich qui dit « Je te promets, cette semaine, je serai vraiment un sujet d'actualité ». Non, elle ne trahit pas. L'humanité, elle ne trahit pas quand c'est une armée qui tue, mais quand ce sont des terroristes pas financés par les impôts. Nuance et subtilité. C'est là où se niche le crime contre l'humanité, la négation absolue. Et je pense qu'on aurait intérêt à l'expliquer beaucoup plus, parce que sinon, le règne de l'émotion met des signes égaux entre toutes les victimes. Méfions-nous du signe égal entre toutes les victimes. C'est le règne de l'émotion, Jean-François. Hein, tu dois faire le tri entre les enfants morts. Voilà, on apprend ça à l'Académie Caroline Fourest. Tu devrais t'inscrire, ça te ferait du bien. Voilà. Maintenant, on peut laisser la parole à Julien Drey, un homme de gauche, un socialiste. Ah oui, un humaniste. Quand j'ai vu, on m'expliquait que Gaza était une prison à ciel ouvert, et quand je connais malheureusement la réalité de Gaza, je dis là, vous foutez-nous, quoi. Vous mentez. Quand je sais l'aide internationale qui a été donnée à Gaza, par rapport à des pays qui, eux, n'ont rien, je pense notamment aux pays africains, qui ont besoin de cette aide, qui ne l'ont pas. Rendez l'argent, les Gazaouis, putain! Arrêtez de voler l'aide humanitaire du Soudan, c'est quand même fou! On aimerait bien sauver l'Afrique au lieu de la piller, mais on peut pas, on n'a plus de thunes! Tout est parti dans l'opération un Gazaoui, un jacuzzi, c'est quand même scandaleux! Heureusement qu'il y a l'esprit des Lumières, hein, qui est encore vivace dans notre pays, il y a des cerveaux, des illustres intellectuels, comme par exemple Michel Onfray, qui, désolé, mais qui lui connaît le terrain. Je suis allé dans des territoires occupés, je suis allé en Israël, etc. Et j'ai vu cette espèce de jérémiade permanent de la part des Palestiniens qui disaient on n'a rien, on peut pas acheter des violons pour que nos petites filles puissent apprendre à jouer du violon, etc., etc. On est miséreux, on n'a pas de crayon, on n'est pas de crayon. On est miséreux, on n'a pas de violon, on n'a pas de crayon, mais t'as pas de bras. Qu'est-ce que tu vas en faire de tes crayons et tes violons? Ils sont pénibles à toujours chouiner, c'est quand même dingue. Ils se plaignent tout le temps, les Palestiniens, on dirait des Français. Heureusement qu'il y a des philosophes comme Michel et comme Bernard Henry, qui connaît les nuances. Et il va falloir en passer par là. Nuance et subtilité. Il y a une distinction entre une armée qui vise exprès les civils et puis une armée qui fait ce qu'elle peut avec plus ou moins de succès pour ne pas atteindre les civils, et c'est l'armée israélienne. Alors tout est dans le plus ou moins de succès, mais bon, vous faites jamais des erreurs, vous? Rien que Malo, tout à l'heure, il a inversé 2 câbles, le casque et le micro. S'il avait été colonel dans l'armée israélienne, 4000 morts. Voilà, ça reste une boulette, c'est une boulette. On fait tous des boulettes dans notre métier. Voilà, allez, on laisse le mot de la fin à Bernard Henry sur la Cisjordanie et les colonies illégales. Les colonies juives, un grand nombre sont illégales. C'est pas non plus, je veux dire, 3 caravanes en haut d'une colline, c'est pas non plus la lèpre ou la peste qui arrive en terre arabe. Voilà, c'est 3-4 caravanes, un petit peu de nuance et de subtilité. Alors à mon avis, c'est des caravanes double essieu quand même, parce qu'il y a des centaines de milliers d'Israéliens qui vivent illégalement en Cisjordanie. Mais on va pas commencer à chipoter sur les chiffres. Si, quand même, un dernier, en 2023, les 100 plus grandes entreprises mondiales d'armement ont atteint un total de 632 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Ça, quand même, c'est important à noter. De quoi encore bombarder des hôpitaux et des écoles. C'est pour ça qu'on n'a plus la thune pour les construire. Nuance et subtilité. Merci beaucoup. Merci, Guillaume. Ça ne m'avait pas manqué. Jean-François, comment on lutte contre ce type de propagande qui finalement, c'est de la propagande de guerre? Oui, c'est assez classique dans des conflits d'activer des mensonges, des fakes.
Mais nous, on essaye d'être pragmatique et de rester sur ce qu'on observe sur le terrain. Ce qu'on voit sur le terrain. Oui, mais BHL, il dit, là, par exemple, j'étais dans les territoires occupés et j'ai vu 3-4 caravanes. Enfin... Oui, mais bon, c'est sa représentation de l'histoire et de ce qui se passe. Et voilà, il a un point de vue qui est assez orienté. Mais nous, ce qu'on voit sur le terrain à Gaza, c'est qu'on n'arrive pas à faire entrer du matériel, que nos équipes sont tuées, que les humanitaires au global sont tués, que près de trentaine d'hôpitaux ont été détruits, que ceux qui fonctionnent encore, une dizaine, ont des ruptures de médicaments, opèrent sans anesthésiant et sans antalgique, qu'il y a des centaines de centres de santé qui ont été détruits. Et que on a des gamins dans nos consultations qui sont atteints de malnutrition qui n'est pas liée à un phénomène climatique, mais qui est liée à un blocus qui, comme je l'expliquais tout à l'heure, limite volontairement l'entrée de bouffe, de nourriture, de médicaments. Et donc vous avez aujourd'hui, notamment sur le nord de la bande de Gaza, une famine qui s'est développée, qui descend progressivement. Et c'est notamment les Nations Unies qui, en juillet, ont rappelé qu'il y avait une famine de nature génocidaire probable à Gaza. Et donc, mais quand t'entends que c'est minimisé comme ça sur les plateaux télé, comment toi tu luttes contre ça? Est-ce que c'est possible de lutter contre ça? Ben oui, c'est en rappelant que les humanitaires sont des acteurs impartiaux, c'est-à-dire que on ne prend pas part dans un conflit, on défend pas un parti ou un autre, on essaye d'avoir une position qui rappelle le droit international humanitaire. Le droit international humanitaire, il a pour vocation de protéger les civils, les aidants, les soignants, et on répète régulièrement que quand vous avez 44 000 morts, vous avez 300 humanitaires tués, vous avez des milliers de soignants palestiniens qui ont été tués. Ce droit international humanitaire n'est pas respecté, que lorsque vous faites un blocus, vous devez respecter l'entrée de nourriture et d'aide alimentaire et ne pas utiliser la famine et la destruction du bâti comme une arme de guerre. Eh bien, tout ça, nous, on le documente au quotidien. Mais comment tu sais qu'il n'est pas respecté, ce droit international ? Puisque c'est le droit des droits. Le droit international humanitaire, ça fait longtemps qu'il existe. Il s'est consolidé fin 19e siècle, consolidé tout au long du 20e siècle. Il n'a pas été souvent respecté dans de nombreux conflits, en Afghanistan, en Syrie de Bachar el-Assad, où les soignants étaient des victimes aussi, étaient tués parce qu'ils étaient soignants, en République démocratique du Congo, au Soudan aujourd'hui, qui est une guerre qui sort un peu du scope médiatique. C'est-à-dire que l'ONU est impuissante à gérer ce genre de conflit. Mais disons que le texte qui est censé... Les textes sont bien faits selon les juristes. Ouais, les textes, voilà. Ouais. Mais d'un point de vue politique, ce n'est pas respecté. Donc il y a un enjeu politique. Et simplement, pour finir, peut-être revenir sur Gaza, depuis le mois de janvier 2024, la Cour internationale de justice rappelle qu'il y a un risque plausible de génocide si la situation ne change pas, si l'aide massive ne rentre pas. La Cour pénale internationale a lancé des mandats d'arrêt contre 2 leaders israéliens, dont le Premier ministre et aussi un membre du Hamas. Et qu'est-ce qu'on a vu dans nos médias, notamment français, des acteurs tels que ceux que vous avez évoqués, qui disent mais on ne peut pas mettre sur le même point de vue une démocratie et un groupe terroriste. Mais le sujet, c'est pas ça. Le sujet, c'est de rappeler que la vie a la même valeur qu'on soit israélien, palestinien ou autre, et que les règles de justice internationale, elles s'appliquent à tout le monde. Et le problème, c'est l'impunité aujourd'hui dans de nombreux conflits, y compris sur le conflit israélo-palestinien. Et la plupart des démocraties occidentales qui continuent à vendre des armes, qui ont mis des bâtons dans les roues de la CPI, la Cour pénale internationale, elles sont aujourd'hui dans une situation d'être potentiellement complices de ce que Amnesty dénonce comme étant un génocide à Gaza aujourd'hui. Merci de le rappeler, Jean-François. Merci beaucoup d'être là avec nous. Tu le sais quand même, l'argent, hein. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Hein. Et comment qu'on gagne l'argent? En diffusant, on vient d'en parler, de la propagande de masse, qu'on appelle ici de la publicité. Vous écoutez toujours Radio Nova, c'est la dernière avec Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, Aymeric Lompré et notre invité, le président de Médecins du Monde, Jean-François Corti. Je rappelle que la boutique de Saint-Roustan, des goodies à l'effigie de Saint-Roustan, est en ligne, saint-roustan.com. Tous les bénéfices vont à Médecins du Monde. Voilà. Et c'est le moment de retrouver notre journaliste scientifique qui débunk les médecines parallèles. Alors la dernière fois, il s'est fait plein d'amis ostéopathes qui voulaient lui redresser le coccyx à la clé à molette. Aujourd'hui, Dieu, qui n'existe pas, seul sait de quoi il va parler. Mesdames et messieurs, Florian Gouttière.
Bah, vous croyez pas si bien dire, Guillaume. La dernière fois, après ma première chronique de la série Médecine louche, on avait parlé d'un sujet avec l'équipe, mais je me suis dit non, en se tournant de quart de siècle, tout le monde est sûrement déjà au clair là-dessus. Et l'autre jour, flânant sur l'avenue, bonnet au vent, alors que j'allais vous appeler pour vous dire qu'on risquait d'enfoncer des portes ouvertes, un phénomène merveilleux m'est arrivé. Puisqu'à l'instant où j'ai pensé ces mots, devant moi, une porte s'est ouverte toute seule. Miracle de Noël ou de l'infrarouge. C'était une porte de pharmacie. Veni, vidi, vas-y. J'y suis entré, j'ai vu ce que j'ai vu. J'ai été convaincu qu'il fallait la faire, cette chronique sur l'homéopathie. Avant tout, on va caler les choses. 9 fois sur 10, quand je prononce ce mot, on me dit t'as quoi contre la médecine par les plantes? Bah rien, puisque là on parle d'homéopathie. Je sais que la confusion est savamment entretenue, mais là vous pensez à la phytothérapie, des plantes avec un effet démontré. Bah il y en a, hein. Et puis c'est des traitements où il y a quelque chose dedans, donc j'ai rien contre a priori. Mais l'homéopathie, ça n'a rien à voir. On parle d'une idée balancée il y a 230 ans comme ça. Peut-être que si on a un produit qui donne des symptômes bien vénères s'il est administré à haute dose, si on le dilue à un moment, ça fera l'inverse, ça protégera, ça soignera. Et allez, soyons fous, disons que plus on va diluer, plus ça aura un effet global. Ça reste un postulat de base de l'homéopathie. Et pour bien comprendre ce que certains prescrivent ou préconisent, on va prendre l'incontournable exemple d'un best-seller des pharmacies contre les états grippaux, vendu 30 balles. Je donne la recette, écoute le tuto, sauve aussitôt tes euros. Alors pour commencer, attrape un canard. Et oui, ami vegan, quand je te disais que ça n'avait pas grand-chose à voir avec de la médecine par les plantes, en homéo, tu parles de ce que tu veux, chou, hibou, caillou, même un habitant de Saint-Roustan. Tu crois que je blague? Attends une minute. Bute d'abord le canard, prends son pancréas, son foie, son cœur, tu laisses macérer 1 mois, tu récupères 1 centilitre de jus de Donald, là, au fond d'un grand verre. La vraie recette te dit, ajoute de l'eau puis vide ton récipient dans l'évier. Ouais. Et remets de l'eau directe. Comme il restait des gouttes sur les parois, considère allez que tu as 100 fois moins de molécules qu'au départ. Un geste de haut sérieux pharmaceutique. Aussi appelé Émeric Lompré fait viteuf la vaisselle, mais un Émeric sous substance, un Émeric. Car la recette te dit de répéter ce remplissage vidage, pas 1, pas 20, mais 200 fois. Si au départ ton nombre de molécules au fond de ton verre s'écrivait avec un 1 suivi de 23 zéros et que tu divises par 100 à chaque fois, à la 12e vaisselle d'Émeric, 9 chances sur 10 d'avoir déjà balancé ta dernière molécule dans l'évier. En termes de dilution, c'est jeter le jus de départ dans l'eau de tous les océans du globe et espérer retrouver une molécule dans une goutte prise au hasard. 50e eau de vaisselle, c'est une molécule de canard mort dans une piscine de la taille de l'univers connu. Et comme à chaque lavage, tu multiplies le nombre d'univers par 100, c'est le multivers. 200 fois, c'est ton unique molécule de Donald, égarée dans un milliard de milliards... Répète 33 fois le mot milliard de putain de multivers, le MCU étant PLS. Fais évaporer sur une bille de sucre et donc vends ça à 30 boules. Et si tu te dis ça ressemble plus à du foutage de gueule qu'à de la pharmacie, j'avais pas fini. Si on a trucidé coin-coin, c'est qu'il y a un siècle, un Français a cru découvrir chez un grippé une bactérie inconnue. On connaissait alors streptocoque, méningocoque, etc. Lui, sous l'œilleton de son microscope, il voit une bactérie qui vibre, qui oscille. Il la baptise oscillocoque et tente la culture dans des bouts de canard, why not. La blague, c'est que l'oscillocoque, personne d'autre que lui l'a jamais vu. Jusqu'à preuve du contraire, ce qu'il a vu, c'est le battement de son cil contre le verre de son microscope. Oscillococylol, une erreur d'observation diluée dans le multivers, quand vous pensiez que je blaguais avec Saint-Roustan. Ce qui est génial, c'est que quiconque prend un granule et tombe pas malade après attribuera ça au granule. Colle jeunesse avec Bérou sur ton sac à dos, et si tu chopes pas la grippe, merci Bérou. C'est la logique du truc. Mais tout ça est aussi vrai avec de l'homéopathie à faible dilution, ou en individualisant les traitements. Donne la prescription à un groupe de patients et une fausse à un second groupe, et il n'y a pas de différence. Et de même, aller mieux après avoir pris un granule de rien, c'est pas de la magie, c'est pas un super pouvoir de l'esprit. Soit vous croire pris en charge à diminuer votre niveau de stress, soit vous seriez allé aussi bien de toute façon. Et oui, ces effets dits placebo, ça marche sur les bébés qui sont des éponges à émotions et à inquiétude parentale. Et oui, ça marche sur les animaux d'élevage. Bon, vendre du vide au prix de l'or en pharmacie, c'est autorisé par une dérogation du Code de la santé publique au regard de la tradition et de l'absence d'effets secondaires, ce qui est aisé quand il n'y a pas d'effet primaire. Mais le problème, c'est pas la vente libre, c'est les prescripteurs. C'est après tant d'années d'études sérieuses pour devenir un pro de santé, aller se former à cette antithèse de tout savoir scientifique. C'est comme si Thomas Pesquet, pilote de chasse, s'était dit « Je vais aller devenir pilote sur le manège de la foire du trône. Ouh, jamais d'accident à l'atterrissage. Avec nous, pas d'effet secondaire. » Une officine qui placarde dans ses murs. Cet hiver, votre pharmacien vous conseille, suivi de random homéo bullshit, laisse le patient dans l'illusion qu'il aura une protection efficace contre grippe et autres Covid. Et ça, c'est pas très code de la santé publique compatible. D'où ma conclusion. Si l'employé de votre pharmacie n'est pas à jour de 230 ans sur ce sujet, sur quel autre conseil de santé a-t-il de siècles de retard? Nous éviterons donc, vous et moi, de boire rond ces recommandations et suggestions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Florian Gouttière.
qui a l'art de se faire des amis. Voilà, n'hésitez pas dans les commentaires. Voilà, merci Florian, on peut te retrouver dans Libération, car tu es journaliste à Libération, il faut le rappeler. Et je crois que tu avais une question pour notre invité Jean-François Corti, président de Médecins du Monde. Tout à l'heure, on parlait de l'évaluation du nombre de morts. Donc il y a les morts qu'on a estimées, les morts qui sont encore sous les décombres. Mais imaginons que ça s'arrête, que la guerre s'arrête aujourd'hui, maintenant. Le système de santé est complètement détruit. Là, il va y avoir des épidémies, il y a des gens qui n'ont pas pu être soignés pendant longtemps. Puis il y a surtout d'énormément d'hôpitaux qui ont été détruits. Donc en fait, on sait que même si la guerre s'arrête maintenant, les morts vont continuer. Et comment on estime ça? Est-ce qu'on estime que ça va être 2 fois plus, 3 fois plus? Et pour compléter, est-ce qu'il y a des stratégies pour éviter que ça soit x14 et qu'on limite ça, quoi? Ouais, c'est très difficile de faire de l'épidémiologie de guerre dans un contexte où le système de santé est à plat et parce qu'on n'a pas toutes les données sur ce qui se passe là-bas. Donc il y a quand même le Lancet, qui est un journal que tu connais bien, qui a quand même fait une estimation de près de 160 000 morts potentielles liées au conflit et à ses effets collatéraux. Ce qu'il faut imaginer, je l'évoquais tout à l'heure, c'est qu'il y a au moins 150 000 blessés qui auraient besoin d'être pris en charge rapidement, qui vont mourir à petit feu, qui meurent déjà à petit feu et qui mériteraient d'être pris en charge, notamment dans les dispositifs de la région, en Égypte, en Israël. Il pourrait y avoir un pont, et il devra y avoir un pont humanitaire pour aller en Turquie ou ailleurs. Il y a quelques patients qui sont venus en France, d'ailleurs, mais ils se comptent sur les doigts de la main. Mais il y a aussi tout le problème de santé mentale. Vous avez 2 millions de personnes qui, aujourd'hui, sont quasiment des zombies à longueur de journée. Jour et nuit, ils entendent tous les bombardements parce que le territoire est petit, donc ça tremble tout le temps. C'est le bruit des drones en permanence. Il y a pas que des choses sympas, quoi. Il y a des drones qui font le bruit d'enfants, de bébés, compagnie. Vous entendez ça, vous sortez, vous faites dégommer. Pour l'instant, on savait qu'il n'y avait pas que des trucs sympas. Voilà, là, il n'y avait pas de doute. Donc, ce sont des personnes qui sont, d'un point de vue santé mentale, en plus d'avoir perdu des proches, totalement laminés, et ça va avoir un impact en termes de mortalité aussi. Donc, il va y avoir beaucoup plus de morts, même si les combats s'arrêtent aujourd'hui. Mais ce qu'on rappelle, nous, c'est qu'il faut un cessez-le-feu urgent, qu'il faut que l'aide rentre massivement, et elle peut rentrer massivement, et qu'elle inonde le territoire. Elle est prépositionnée déjà en Israël, en Égypte, je l'évoquais. On n'a pas besoin d'un corridor maritime comme l'évoquaient les Américains en début d'année. Ça sert à rien. J'allais dire Mayotte, on y reviendra, mais Gaza, c'est pas une île, donc on peut passer par la route. Et donc voilà, il faut inonder le territoire d'aide pour arrêter les mortalités. Elle continue, c'est des dizaines de gamins qui meurent chaque jour, encore aujourd'hui, sous les bombes et par défaut de soins. Et ça va être encore beaucoup de morts, effectivement, même quand les combats vont s'arrêter, parce qu'il y a énormément de blessés avec des pathologies très lourdes, et que ça va prendre des années et des années pour pouvoir résoudre ces questions médicales. Et tu parlais de la France tout à l'heure, tu disais qu'il y avait des gens qui étaient soignés en France. Quel est le rôle de la diplomatie française? Comment toi tu l'évalues? Et est-ce que Médecins du Monde a des liens avec des diplomates français? Nous, on n'a aucun lien, on va dire, de hiérarchie ou autre avec les diplomaties des États. On a une organisation non gouvernementale, donc on fonctionne sur des principes d'impartialité, d'indépendance. Mais vous les croisez pas sur le terrain? Il n'y a pas de discussion entre vous? Si, on croise en France, par exemple, ou à l'échelle européenne, on a en interassociatif des réunions régulièrement avec des diplomates ou des acteurs, on va dire, des différents gouvernements. Et régulièrement. Je ne sais pas si c'est possible de le dire en public, mais... Non, mais ils disent pas plus que ce qu'ils disent dans les médias, c'est-à-dire qu'ils sont quand même, il me semble, alignés sur aujourd'hui une politique qui relève d'une politique coloniale active en Israël, sur la Cisjordanie et sur Gaza, et qui utilise tous les moyens, dont les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, pour arriver à ces fins. Donc toi, quand tu leur dis voilà la réalité du terrain, eux te répondent c'est normal, c'est exactement ce qu'on veut faire? Non, mais une grande partie des Occidentaux ont décidé qu'ils allaient soutenir de manière historique Israël dans la région notamment. Et pourquoi pas? Le problème, c'est quand vous êtes dans un contexte où vous avez autant de morts, vous avez le droit international humanitaire qui est bafoué. Ça devrait les faire, à minima, ça devrait les faire réagir. Non, mais quand on leur dit régulièrement... Enfin, il a fallu quand même plusieurs mois avant que la France annonce publiquement qu'ils allaient arrêter de vendre des armes, ou en tout cas alimenter le conflit en armes. Mais ils ont par exemple
leur position n'a pas été très claire lorsque la Cour pénale internationale a dit que il y avait des mandats d'arrêt contre Netanyahou, contre Yoav Gallant et contre un leader du Hamas. Ils ont dit immunité, voilà. Donc ils sont pas très clairs, quoi. Ils sont surtout pas très clairs. Et pas mal d'acteurs occidentaux ont aussi mis des bâtons dans les roues à la Cour pénale internationale pour justement que ce mandat d'arrêt qui a été lancé il y a plus de 8 mois puisse prendre effet. Clairement, il y a quand même. Quoi. Moi, je te posais la question un peu d'humain à humain quand tu les as en face de toi. Oui, mais d'humain à humain, moi, pour évoquer enfin, le fait que la situation est extrêmement difficile et qu'on est tous démunis, c'est que moi, il me semble qu'il y a quand même une bonne partie des Occidentaux, Allemands, Anglais et Américains, qui soutiennent cette dynamique mortifère en cours et qu'on a le sentiment qu'une bonne partie de la communauté internationale ne considère pas les Gazaouis comme des êtres humains, les considère comme des gens qui ne méritent pas d'avoir la même sensibilité, qui sont en gros des sous-hommes et qu'ils ne méritent pas d'exister, quoi. Et ça, c'est juste insupportable, quoi. C'est l'impression qu'on a aussi. Merci Jean-François. Et merci Florian également, Florian Gouttière, d'avoir été avec nous. Merci. C'est un échange très, très intéressant, mais intellectuellement, je trouve assez limité. Je pense qu'on peut pousser le curseur un petit peu plus loin au niveau de l'intellect. Et qui dit poussage de curseur de l'intellect dit Aymeric Lomprey, messieurs, dames. Ouais. Bonjour à tous, vous allez bien? J'ai rien entendu. Ouais. Bon, là, l'émission... c'est pas une émission, c'est une descente de Taz. Bon, allez. Allez, on va rigoler. Bon, allez, vous devez deviner qui je suis. Méga, agro, mono, béné, contrat, rétro, semi, inter. Aymeric Lomprey fixe. Allez. D'accord. Merci. Bon, aujourd'hui, mauvaise nouvelle. Je vais pas traiter l'actualité. Oh non, Anna, c'est trop dur. Anna, comment qu'on va faire? J'ai envie de mourir. Va chercher l'intégrale du lycée Moon. À quoi vaut la vie? Autant sucer un nain. Quoi? Alors, non. Non, mais ça va, c'est bon, arrêtez de vous moquer en fait. Ça va, je suis pas débile. Je vois bien que je suis pas à un rendez-vous d'actualité. Je vois bien, tu sais. À chaque fois dans les commentaires de mes chroniques, les gens ils mettent c'était quoi le sujet? Et il y a toujours un qui répond cherche pas, il y a du vin dans sa tasse. Même les gars d'internet, à chaque fois ils me demandent le titre de ma chronique, je suis là, je sais pas, mes brouillons 8. Non mais excuse-moi, j'ai pas votre niveau en fait, Pierre-Emmanuel. Et Juju, j'ai pas votre niveau. Et j'ai pas. Comment c'est ton prénom toi? C'est comment? C'est Guillaume? Oui. Guillaume. C'est vraiment le prénom du petit au fond de la classe qui mange de la colle, quoi. Yeah. Au tableau, Guillaume. Je peux pas, je suis un phasme. Non, mais attends, rigolez. Mais je vois bien que je suis pas le stylo le plus aiguisé. Mais, tu sais, par exemple... c'est pas la bonne expression. C'est fait exprès, bande de nuls. Mais non, mais par exemple, la semaine dernière, il y avait un invité, il a dit verbatim, et j'ai dit, quoi? Après, tout le monde a ri en pensant que c'était une blague, alors que je savais vraiment pas ce que c'était verbatim, moi. Moi, je pensais que c'était les CD à graver, je te jure. Et tout le monde était là. Arrêtez de vous moquer. Arrêtez, tout le monde était là. Petite coupe de champagne. Après, je suis allé voir Guillaume en loge, j'ai dit, mais c'est quoi verbatim? Il était là. Mais t'arrêtes jamais, toi, hein? T'es vraiment le sniper de l'émission. Dès que tu ouvres la bouche, on est hilar. Et après, j'étais là, mais ça veut dire quoi, hilar? Et après, Guillaume, il était hilar. Je suis en train de partir en dépression sévère, là. Juliette, j'ai besoin d'aide. Je vais pas demander à Pierre et Guillaume parce qu'ils savent pas réconforter. La semaine dernière, avant l'émission, je vous jure, j'ai dit à Pierre que j'étais pas bien. Il m'a répondu mets-toi un doigt dans le cul, dans le cul de Macron. De toute façon, Pierre, il répond toujours à ça, à n'importe quelle question. Je te jure. On réserve à quel nom pour le resto ce soir, Pierre? Mets-toi un doigt dans le cul de Macron. Après, on arrive au resto, on n'a pas de table. Et après, j'ai faim et Pierre, il me dit ça te fera du bien de sauter un repas, gros tas. Alors, ma vie, c'est un enfer. Ce matin, en arrivant, j'ai dit à Guillaume, je me sens pas bien. Il était là, tu veux que je te dédicace ma BD? Putain, il arrête pas de dédicacer des trucs, c'est Bonnie Tyler, lui, bien, je te jure. Après, j'ai voulu demander à Juliette de me réconforter, mais c'était trop tard, elle était déjà en train d'être Ramsey, le rédac chef, parce que Guillaume, il lui avait dédicacé l'œil. De toute façon, les filles, c'est mieux de toute façon. Non mais c'est vrai, les filles, vous aimez bien aider les autres. Vous voyez, le sujet de ma chronique commence que maintenant.
Non mais c'est vrai, les filles c'est mieux. 90% des bonnes idées que j'ai, elles viennent de filles. Les 10% qui restent, c'est quand j'ai quitté France Inter. Merci Guillaume. Je dis pas que je suis moins bien ici, je dis juste que la semaine dernière, j'ai joué à Saint-Coulon et Mamers. Oh, c'est une carrière Nova. Bah tiens, je suis encore sorti du sujet, moi. Non mais attends. Non mais je crois que j'ai trouvé l'explication de pourquoi les filles c'est plus intelligent. Parce que, alors je dis pas toutes les filles, hein, attention. Hein. Non, je précise parce que j'imagine Laurence Ferrari qui est là. J'ai intelligent, moi, je vais manger de la colle. Voilà. Non mais les filles elles sont plus lucides quoi, tu sais, elles essayent de résoudre des problèmes. Alors déjà parce qu'elles sont habituées à avoir des problèmes parce que c'est des filles, hein, les filles. Non mais déjà quand elles sont toutes petites dans la cour de récré, elles ont 1 mètre carré de surface pour inventer des jeux. Alors elles cherchent des solutions quoi, tu sais. Et quand elles ont trouvé la solution, bam, il y a un ballon dans la gueule qui leur arrive. Pardon, Clem, pop poupi. 78% des rendez-vous pris sur Doctolib chez un psychologue, c'est des filles. Et nous, pendant ce temps-là, on est là. C'est bon, je vais m'en sortir tout seul, ça va, c'est bon. Je suis un bonhomme, moi. Regarde mes couilles. Je vais le résoudre tout seul, ce problème. Et tu cherches à faire quoi? Un nœud coulant. Non. Alors, bon, les filles, c'est mieux. C'est sûr, les filles, c'est mieux. Mais pourquoi qu'elles sont pas toujours les chefs du monde? Hein? Eh ben, parce qu'en fait, les filles, c'est parce que dès qu'elles arrivent à trouver une solution à un problème, paf, elles se prennent un ballon dans la gueule. Et si on taxait les riches, pam, pardon, Clem, pop, poufi. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Émeric Lomprey. Merci, Émeric, qu'on peut retrouver en podcast un petit peu partout sur toutes les applis. Merci à toi. C'est difficile d'enchaîner après une chronique d'Émeric sur l'actualité parce qu'il a vraiment brassé toute l'actualité. Tout a été dit. T'as juste oublié un petit détail. Mayotte. Peut-être que voilà, comme on est avec Jean-François Corti, donc président de Médecins du Monde, est-ce qu'on peut évoquer Mayotte et la situation actuelle? Oui, en 2 mots. Enfin, juste avant l'émission, on était en réunion d'urgence. Là, il y a eu un énorme cyclone, vous le savez, et tout a été dévasté en fait. Et la situation est cataclysmique. Nous, on a 80 personnes qui sont là-bas et j'avais le responsable au téléphone tout à l'heure. Et il y a 70 personnes, il n'a pas de nouvelles. Ils ne savent pas ce qu'elles sont devenues parce que tous les bangas, tous les bidonvilles, et il y a au moins 200 000 personnes qui vivent dedans, ont tous volé en éclats, y compris des bâtiments en dur. On a des équipes qui sont aussi ce qu'on appelle les travailleurs pairs, c'est-à-dire des personnes qui sont dans les bidonvilles et qui nous aident à être au plus proche des personnes qui ont des besoins, beaucoup de Mahorais, beaucoup de personnes en situation administrative précaire. Et on n'a aucune nouvelle de ces personnes-là. Le système de santé était déjà en difficulté, donc on est très très inquiet et on va lancer un appel à dons pour pouvoir monter en charge d'un point de vue opérationnel parce que la situation est catastrophique. C'est un territoire qui est coupé de tout. Il va y avoir besoin de chercher à bouffer, à boire, y compris pour nos équipes. On se croirait presque à Gaza, mais pour d'autres raisons. C'est un territoire où il y a du choléra régulièrement. Voilà, une situation qui est extrême et j'espère qu'on aura de meilleures nouvelles dans les semaines qui viennent. Mais la situation est très très tendue. Et là encore, on parle d'humanitaire, mais est-ce qu'on peut pas parler de politique aussi? Quel est le rôle des autorités parce que Mayotte, évidemment, là, ce qui se passe, c'est terrible, mais ça date pas d'aujourd'hui. Non, c'est un territoire qui d'ailleurs est le 101e département français. Il y a près de 400 000 personnes qui y habitent. Il y a une forte connotation aussi de personnes en situation administrative précaire qui viennent de l'archipel d'Anjouan pour pouvoir travailler à Mayotte. C'est souvent les personnes qui travaillent dans les arrière-cours. Il y a une forte tension entre les communautés. D'ailleurs, là-bas, l'ONU ne reconnaît pas ce département comme étant un département français, d'ailleurs. Mais au-delà des polémiques qui sont anciennes, aujourd'hui, j'ai vu, comme tout le monde dans la presse, que les autorités françaises envoyaient des renforts, de militaires notamment, un avion militaire qui va se poser, parce qu'il n'y a que les avions militaires qui peuvent se poser aujourd'hui à l'aéroport de Mamoudzou, parce qu'il est trop défoncé. Mais il va falloir beaucoup de matos, beaucoup d'équipes, parce que là, tout est rasé en fait. Encore une fois, c'est après coup. C'est pour ça que je te parlais d'humanitaire, parce qu'après coup, évidemment, il y a... Oui, mais si tu veux, le cyclone, là, ça fait 80 ans qu'ils n'ont pas eu un cyclone comme ça. Il y en a eu il y a 20 ans qui était moins fort. C'est encore plus terrible que la situation qui était déjà terrible. Voilà, il y avait déjà un problème d'accès à l'eau, il y a déjà des gens qui vivent dans des bidonvilles, des espèces de favelas super pourries. Il y a énormément de pression sur ces gens parce qu'il y a beaucoup d'arrestations et on les renvoie régulièrement dans l'archipel des Comores. Et donc, c'est souvent aussi d'ailleurs beaucoup de gamins qui sont orphelins parce que notre
notre République produit des orphelins en renvoyant des parents qui ne veulent pas forcément dire qu'ils ont leur gamin là, et ensuite ils essayent de revenir par les kwassa-kwassa, ces fameuses petites barques, et ils se noient parce que les conditions sont difficiles. Donc oui, c'est un territoire explosif de longue date. Moi, j'ai pas mal bossé, j'ai monté des programmes là-bas avec Médecins du Monde notamment, et on a vu se dégrader la situation avec une énorme précarité, et là, ça va vraiment pas aider les choses, quoi. Merci pour ça, en tout cas. Merci de nous en parler aussi bien. Et oui, tout ce qu'on peut faire, c'est de donner à Médecins du Monde. Allez sur saint-roustan.com, saint-roustan.com, si vous voulez donner à Médecins du Monde et en même temps récupérer des petits goodies de Saint-Roustan. Merci à Jean-François pour cette petite fenêtre ouverte sur un monde un peu moins dégueulasse. Merci d'exister. C'est ce que tente aussi toutes les semaines Juliette Arnaud, de créer un petit peu un monde un peu moins dégueulasse. Juliette, ses personnages et son célèbre jingle. Qu'est-ce que nous fait chier à lire, toi? C'est pas marqué dans les livres. Qu'est-ce que nous fait chier à lire tout le temps? Plus important à vivre. Dégage! Juliette Arnaud. En avant les histoires. Oui, oui. Attention, accrochez-vous à vos culottes. Dans la chanson d'amour la plus déchirante du monde, classement scientifique Juliette Arnaud, eh ben, il y a un toubib. Oui, Jean-François. La chanson, c'est Nothing Compares to You, plus précisément la reprise de 1990 d'une chanson de Prince par une jeune chanteuse irlandaise, Sinéad O'Connor. Alors la chanson commence, Sinéad O'Connor précise qu'elle a le cœur brisé depuis exactement 15 jours et 7 heures. C'est long, avec un organe vital pété 15 jours et 7 heures. Et puis à un moment, dans la chanson, elle dit « I went to the doctor and guess what he told me ?» Je suis allée voir le docteur et devine ce qu'il m'a dit. « He said, girl, you better try to have fun, no matter what you do. But he's a fool. » Traduction, je suis allée voir le docteur et devine ce qu'il m'a dit. Il m'a dit « Meuf, essaye de kiffer, quoi que tu fasses. » Mais c'est un idiot, conclut-elle. Oh là là, non, Sinéad, ça n'est pas un idiot. Il a tellement raison, ce docteur qui se penche sur un cœur brisé, de lui engendrer de ne pas oublier la joie, le plaisir. On oublie ça quand on souffre. On oublie même de respirer. J'aime bien, moi, l'idée du toubib qui se mêle de ce qui le regarde pas et de ce qui arrive au toubib qui se mêle de ce qui les regarde pas. Dans une série télé, il y a longtemps, il y avait un médecin qui, lorsqu'il était vert de rage, se transformait en monstre colosse à la peau verte et à la force sans limite. Alors, Or-Ir, c'était un très très bon médecin, hein. C'était un chercheur aussi, et quand la colère le prenait, pour des bonnes raisons, hein, l'iniquité, la violence des autres, transformation, état de super-héros justicier. Alors, outre que ça légitimait mes propres emportements, j'étais émue par ce super-héros qui ne contrôlait pas la chimie des choses, à commencer par la sienne propre. Ça ressemblait un peu à l'adolescence ou à la ménopause. Bref, bisous. Et ceci nous amène à un alchimiste prénom Zénon, héros de Marguerite Yourcenar dans un roman de 1968, L'œuvre au noir. L'alchimie, c'est un vieux mot d'un vieux siècle. L'alchimie, c'est l'art de transformer un métal vil en métal noble. Le vieux siècle, c'est le 16e. À l'école, on l'a tous appris, on nous disait « Ouais, c'est super, c'est la Renaissance ». Enfin bon, le 16e, c'est aussi le siècle de la fureur, où la guerre entre les religions catholiques et réformées commence à littéralement tout cramer sur son passage. Et puis, il y a ce personnage, il y a Zénon, qui, dès tout petit, a là, et je cite Yourcenar, rage du savoir. Vous voyez le lien caché avec Hulk. Zénon, il est né bâtard. Alors forcément, s'il veut accéder aux honneurs, il va falloir qu'il embrasse la cléricature. Il n'en fera rien. Le jeune homme, lui, il a une sympathie pour les reptiles, parce qu'ils sont calomniés par la peur et la superstition, parce qu'ils sont froids, parce qu'ils sont prudents, parce qu'ils sont à demi souterrains. Forcément, la religion, c'est moyen son truc à Zénon. Alors Zénon va quitter Bruges pour aller voir si la peur, l'ineptie et la superstition verbale règne également ailleurs, oui. Il va voyager de partout en Europe, mais aussi dans le royaume ottoman ou au Proche-Orient, comme vous, Jean-François. Et à la médecine, qui est une très jeune science à l'époque, il va préférer la chirurgie, car il ne craint ni le pu, ni le sang. Souvent, sur son voyage, on lui demande « Êtes-vous médecin ?» Et chaque fois, Zénon, il répond « Entre autres choses ». Parce qu'il est aussi voyageur, alchimiste, astrologue, philosophe, entre autres. Et on va suivre le long voyage aller-retour de Zénon, son intérêt jamais démenti pour le corps, royaume dont les frontières sont la peau, royaume dont on se croit tous prince et dont en fait on est prisonnier. Et on va suivre aussi son voyage intérieur, comment se fabrique son intelligence. Il dit par exemple un truc comme « Je ne me suis jamais entêté à une idée par crainte du désarroi où je tomberais sans elle ».
Si seulement on pouvait les unes et les autres se cramponner à une autre phrase de Zénon. Faites gaffe, elle semble vraiment simplette, mais c'est pas du tout du développement personnel. En fait, Zénon, le point de départ de tout diagnostic, de tout tentative de résolution de problème, il dit « Je sais que je ne sais pas ce que je ne sais pas ». Imaginez le nombre effarant de conneries qu'on s'éviterait si on se cramponnait à cette phrase. Imaginez toutes les âneries qu'on ne penserait pas, qu'on ne dirait pas, qu'on ne ferait pas. Imaginez, on l'écrirait en lettres d'or sur le fronton des mairies. Soyons modestes, je vais juste le faire écrire sur ma pierre tombale. Merci Juliette Arnaud. On peut retrouver également en podcast sur l'appli Nova, un petit peu partout, comme toutes les chroniques de l'émission. N'hésitez pas à faire écouter les chroniques de Juliette Arnaud, notamment pendant votre réveillon de Noël. Voilà, vous la diffusez. Dès que vous entendez le mot wokisme, paf, une petite chronique de Juliette et ça remet dans l'ambiance dans votre réveillon. Nous sommes toujours en direct du théâtre L'Européen. Vous êtes toujours là, L'Européen ? Bien évidemment. Venez nous voir, la billetterie du mois de mars est ouverte. Voilà, venez nous admirer en chair et en transpiration. Jean-François Corti, le président de Médecins du Monde, est toujours avec nous. Et c'est le moment d'une séquence qu'on aime toujours autant dans notre émission. C'est la séquence l'invité de l'invité. On demande aux invités chaque semaine de venir avec quelqu'un ou quelqu'une. Et t'es venu avec celle qui nous a rejoint sur le plateau, que je vous demande d'applaudir bien fort. Laurence Huck est avec nous. Salut Laurence. Merci. Bonsoir. Sois la bienvenue Laurence. Alors c'est vrai que depuis le début de l'émission, on parle de sujets un peu lourds. Oui. Gaza, les enfants qui meurent, Mayotte, des gens disparus. On voulait passer à un sujet un petit peu plus léger. On voulait souffler un petit peu dans cette émission. On s'est dit, tiens, les cancers pédiatriques. Allez, tout le monde est prêt ? Un cluster de cancers pédiatriques, le cancer des enfants. Voilà, alors tu es toxicologue, Laurence, tu étudies donc l'impact des pollutions sur la transformation des cellules en cellules cancéreuses. C'est bien ça ? Tu me regardes bizarrement. Si ça dit n'importe quoi. Non, c'est ça. D'accord. Comment vous êtes rencontrés avec Jean-François ? On s'est rencontrés parce que je cherchais quelqu'un de plus désespéré que moi. Quand j'ai découvert, quand j'ai commencé à être sollicitée par des parents qui m'appelaient directement pour me signaler que leur enfant tombait malade et qu'ils étaient soit exposés à des substances, des pesticides ou des polluants hydrocarbures. Et en fait, je suis allée sur le terrain et je me suis dit que moi, en tant que chercheuse, en tout cas de laboratoire, ça ne suffirait pas en tout cas pour faire bouger les choses et faire bouger les instances de santé publique. Et comme Jean-François venait de sortir une BD Profession solidaire, on était partis sur cette idée au départ de faire une enquête et sous forme d'une BD. Et puis finalement Jean-François a aussi trouvé un autre réalisateur qui est Valérie Gaillard. Et puis on a donc réalisé ensemble... On a fait un film, documentaire. Un film documentaire, Contrepoison. Donc c'est toi qui as été alertée en tant que scientifique, en tant que chercheuse. Des parents t'ont contacté en te disant il y a quand même énormément de gamins qui rencontrent... Alors dans une petite ville qui est dans le sud de Nantes, qui s'appelle Sainte-Pazanne. Voilà, donc c'est les communes autour de Sainte-Pazanne. Donc il y a 5 communes et ça s'appelle le Pays de Ré. Et il y a un rayon de 15 km où, dans ce rayon-là, il y a plus de cancers que partout ailleurs, et sur une période très courte. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un cluster. Et comment se sont passés les premiers... Oui, pardon, Jean-François. Entre 2015 et 2020, il y a eu près de 26-27 enfants, dont 7-8 qui sont morts. Donc c'était des chiffres exceptionnels, et les familles ont alerté, et la puissance publique ne bougeait pas, et donc ils se sont mobilisés en une association qui s'appelle Stop au cancer de nos enfants. Alors c'est pas vrai, la mairie avait proposé de mettre un panneau en disant qu'il fallait pas se baigner dans cette mare. On n'avait pas envie, de toute façon. Voilà. Et en fait, Laurence a été appelée par les familles pour les aider à structurer leur démarche scientifique, en fait, faire les enquêtes de santé environnementale que la puissance publique ne fait pas. Et c'est tout ce travail avec Valérie Gaillard qui a fait le film avec moi qu'on a voulu valoriser, c'est-à-dire comment les parents deviennent des parents experts, un peu comme les malades du sida dans les années 80-90 ont été des acteurs de la recherche. Et bien là, c'est des parents qui, sur la base de leur histoire, entourés de proches, vont challenger la puissance publique, vont s'entourer de chercheurs pour bousculer un petit peu cet état de fait et faire émerger ces problèmes de cancer pédiatrique qui sont un vrai scandale aujourd'hui. Le documentaire il est toujours en accès libre sur le site de France Télévisions. Il s'appelle Contrepoison, un combat citoyen. Donc je le conseille. Et on te voit travailler. Donc Laurence, comment tu commences les investigations ? Parce qu'il y a une sorte d'enquête que tu mènes. Ouais. Quand tu commences à avoir déjà dans un premier temps, j'imagine, des témoignages.
Oui, c'est ça. Et en fait, justement, c'est une démarche qui est un peu anormalement innovante, mais c'est que les chercheurs, on essaie de faire parler des données. Voilà, on prend des bases de données, on essaie de compter, machin, et personne ne fait parler les gens. Et en fait, justement, pour comprendre les causes des cancers, il faut aller sur le terrain et puis il faut commencer à échanger avec les personnes. Et on le voit dans le documentaire où ils révèlent vraiment des dangers que, en fait, si on leur fait juste remplir des questionnaires en cochant des croix, on voit rien. Et c'est actuellement les méthodes qui sont essentiellement utilisées par les agences sanitaires. Et en fait, ça n'apporte aucune info. Et ce qu'on dit aux familles, c'est écoutez, nous on voit rien. Et en fait, il s'agit d'aller dans ces villages-là où on voit un urbanisme aberrant, l'utilisation de pesticides à proximité, des écoles contaminées. Oui, parce que ce qui s'est passé en tout cas là dans cet endroit-là précisément, c'est que c'est potentiellement la plus grosse probabilité, c'est que ce soit multifactoriel. C'est toujours multifactoriel, mais du coup, les agences réglementaires souvent cherchent à trouver un facteur commun à tout, et donc ils neutralisent la problématique du cancer et il n'y a plus de problème en fait. Mais alors comment se sortir collectivement, j'ai envie de dire, de ce... disons que c'est d'aller sur le terrain et de mener des recherches comme ça sur le territoire. Ouais. Et donc ce qu'on a fait là, parce que moi je travaille dans un institut de recherche, donc je fais ça en plus. Parce que les agences peuvent pas dire c'est à cause ces cancers-là sont liés aux pesticides. En fait, ils identifient tout plein de facteurs de risque, mais en fait ils les éliminent un à un, puisqu'on peut pas dire que c'est un tel ou un tel ou un tel. Du coup, c'est personne. Oui, d'accord. Ça, c'est la magie de la réglementation. Est-ce que c'est de la mauvaise foi ou est-ce que c'est de la réglementation pure et dure? La loi est comme ça, la réglementation est comme ça. La loi, les normes et la non prise en compte en fait des connaissances scientifiques les plus complexes. Donc on essaie toujours de simplifier les problèmes, mais en fait, pour le cas des cancers, ça n'aboutit à rien. Dans le documentaire, on a vu qu'ils remettaient même en question l'idée du cluster. Oui. C'est-à-dire qu'ils disent non, effectivement, il y a eu beaucoup de gamins, mais si on prend sur une grande palette. On élargit l'échelle de temps et on fait des statistiques avec les cantons électoraux. Ouais, d'accord. Ouais. Et du coup, il n'y a plus de surincidence. Alors ça, c'est de la mauvaise foi pure et dure, non? Surtout qu'il n'y a plus d'élections cantonales. déjà, c'est vrai. Commençons par là. C'est un autre sujet, c'est un scandale, mais c'est vrai qu'il n'y en a plus. Oui, donc même le découpage est stupide. Mais alors toi, en tant que chercheuse, tu travailles quand même sur le réel. Oui. Quand tu vois la non-réaction en face du politique et de ses agences, dans quel état ça te met? Parce que t'as envie je suis un peu en colère. Ouais. Parce que là, je te vois calme et souriante, en lanceuse d'alerte, mais ça doit rendre dingue quand tu vois. Il s'agit de bien. Non, j'écrivais parce qu'ils n'aiment pas trop ça, mais par contre, on essaie par tous les moyens. Et donc, il y a le côté la science qui est en tout cas, en produisant des connaissances scientifiques, en fait, on peut apporter des preuves et une certaine forme de vérité. Donc ensuite, c'est de pouvoir la faire valoir. Donc il y a effectivement nécessité de faire remonter ces connaissances auprès des autorités. Donc on demande des rendez-vous au ministère de la Santé. C'est jamais la même personne qui nous reçoit. Surtout en ce moment, ça va être compliqué. Ça change beaucoup. Laissez-le à l'accueil. On se et voilà, on écrit Santé publique France, les agences régionales de santé. C'est très compliqué. Ouais. Ensuite, ce qu'on fait, et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un institut citoyen de recherche et de prévention en santé environnementale, où là, en fait, on a décidé, puisque les autorités ne font pas les recherches, on va les mener nous-mêmes. Donc, on a créé cet institut qui est piloté, c'est une association, avec un conseil scientifique que je dirige, je préside cet institut, et on co-construit les programmes de recherche avec les citoyens, en particulier le collectif Stop au cancer de nos enfants, où on formule les questions scientifiques pour répondre à la problématique de territoire. Et on essaie de chercher les collaborateurs et les collaboratrices pour travailler là-dessus. Il y a un autre effet pervers qui est très bien expliqué dans le documentaire, c'est que souvent, le temps de faire toutes ces recherches, ça arrive trop tard, et une fois qu'on a identifié le facteur, de toute façon, il y en a 15 autres qui ont été mis sur le marché. Il n'y a pas vraiment de veille sanitaire, de principe de précaution, on appelait ça à une époque. Ça n'existe plus du tout, ça. On met d'abord un produit sur le marché et après on voit si les gamins ont des cancers. Oui, ça on peut
C'est un peu ça. Non, comment dire, parce que là, c'est un petit problème si c'est ça. On peut rigoler de ce qui se passe, mais c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que quand on demande plus de preuves, en laboratoire, déjà, il faut trouver les sous. Et puis en laboratoire, ça va nous prendre 5 à 10 ans. Moi, sur certains pesticides, là, ça fait 5 ans qu'on travaille dessus. On va commencer à sortir les publications, le temps qu'elles soient prises en compte. Et après, on peut réfléchir à quand est-ce qu'elles sont prises en compte. Et bien finalement, l'exposition continue. Et puis voilà, les cancers, c'est 15 à 20 ans. Et on nous dit, après, quand on veut la preuve humaine, l'épidémiologie, donc c'est-à-dire qu'on commence à compter les victimes, et ben là, en fait, c'est trop tard, donc la prévention ne marche plus. Donc c'est ce combat-là. Faut mener des recherches, mais aussi il faut faire valoir ces connaissances-là et le principe de précaution. Enfin, pour certains pesticides, en tout cas, depuis 2018, on le réclame, et voilà, moi, ça fait 6 ans que ça ne marche toujours pas. Il n'y a pas vraiment de veille sanitaire et objective. Il y a des registres de cancer en général qui devraient être fonctionnels, mais ils ne sont pas tous complets. Ils touchent qu'une vingtaine de départements. Et donc, si vous n'avez pas les familles qui se croisent aux urgences en disant mais tiens, mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Ah, ton gamin il est malade. Ah oui, d'accord. Ah, mes machines aussi. Et s'il n'y a pas ces familles, il y a une quinzaine de clusters en France, et la plupart du temps, c'est pas parce que c'est les agences de santé qui les ont mis en évidence, c'est parce que c'est les familles qui, à un moment donné, ont fait remonter l'information. Donc, on fonctionne sur des extrapolations épidémiologiques, et donc on rate plein de clusters en fait. Et donc, il y en a plus ce qu'on rappelle, c'est qu'il faut un système de veille qui soit plus précis. Et puis, il faut faire des enquêtes environnementales qui rentrent dans la complexité du multifactoriel. Il n'y a pas une cause, un effet. Il n'y a pas un virus de la rougeole et derrière, on a la rougeole. Et pour ça, il faut des outils statistiques puissants, il faut des moyens. Il faut considérer qu'il y a une épidémie de cancer pédiatrique. Mais ça, les autorités ne le font pas parce que ça met en avant trop de tensions entre des enjeux de santé publique et des enjeux économiques. Ça remet en question l'agriculture intensive et compagnie. Et ça, les autorités ne veulent pas le savoir. Et c'est un combat de tous les jours. Comment on peut t'aider, Laurence, en tant que nous, citoyens, simples citoyens? Le soutien moral, c'est bien. On va te faire des câlins énormément en grande important quantité. Parce qu'on n'en a pas souvent et on se percute beaucoup au lobby et aux intimidations. Mais sinon, l'Institut, donc c'est une association, donc on peut donner à l'Institut. Et donc, il faut aller sur LOSO et chercher Institut. Alors, c'est l'ICREPS, donc c'est l'Institut citoyen de recherche et de prévention en santé environnementale. Et puis, voilà, on peut faire des dons et on est reconnu d'intérêt général. Donc, il y a des réductions. Pour les impôts. Voilà, pour les impôts. On peut même offrir pas à donner parce que on est défiscalisé. La recherche publique est financée par nos impôts, mais il faut que la recherche publique puisse aller bosser. Évidemment. Et ça, c'est pas toujours le cas. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Et merci pour ce que tu fais, bien évidemment, aussi. Et surtout, Juliette. Guillaume, est-ce qu'on n'écouterait pas un petit peu de musique là? Peut-être qu'on en a tous besoin. Je pense qu'on en a tous besoin. On va écouter la productrice, DJ et chanteuse britannique Nia Archives, un titre qui s'appelle Conveniency, comme quelqu'un qui dit à quelqu'un d'autre je suis à ta disposition, tu ne me choisis jamais, je peux pas toujours être ton option numéro 3. Tu vois, Guillaume, je peux pas toujours passer après Pierre-Emmanuel et Émeric. Merde. Par pitié, écoute cette chanson. Merci beaucoup, vous êtes toujours sur Radio Nova, évidemment, vous êtes toujours sur Radio Nova, vous êtes toujours sur la dernière. Juliette Arnaud, Émeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré et notre invité, le président des Médecins du Monde, Jean-François Corti, jusqu'à 20h, et on avait envie d'un peu de poésie dans cette émission. Voilà, c'est ça dont on a besoin. Malheureusement, Francis Lalanne est mort et Rimbaud est fou, ou l'inverse, je sais plus, mais peu importe, puisqu'ici on a le meilleur poète, mesdames et messieurs, Jean-Noël Mistral. Bonsoir, c'est allumé le son là? Oui, Jean-Noël. Bonsoir, je suis Jean-Noël Mistral, je sais pas si vous l'avez dit. Je suis, excusez-moi, je suis un peu speed, j'ai mangé du persil. Donc, je sais que là, il faut vraiment, bon, au niveau des poésies, là, moi, voilà, je vais faire, à la fin de cette phrase, il y a un adjectif. Donc, normalement, c'est plutôt lent, là, je vais être obligé d'être, désolé pour les fans, hein, je vais être obligé d'être un peu rapide, et pour la délicatesse, essayer d'avoir des orgasmes poétiques, mais très rapidement. Non, faut pas que je fasse ça. C'est encore un conte d'actualité, puisque ça se passe au Moyen-Âge. Ça s'appelle La princesse au petit pied. Vous allez me dire, c'est peut-être pas crédible. Bon. Les gens sont médusés. C'est normal, c'est des militants. Hein. C'est pas forcément intelligent. Il était une fois une princesse aux yeux orange. Si bien que les gens se demandaient s'ils pouvaient passer.
Mais surtout, elle avait des pieds si petits, arrêtez d'applaudir. Elle avait des pieds si petits qu'elle n'arrêtait pas de tomber en avant. Alors, elle marchait à 4 pattes. Cette princesse n'était pas de la race blanche. Elle n'était pas non plus de la race noire, ni non plus de la race écrue ou beige ou tirante sur l'ocre. Non. Ni même de Carcassonne. Non. Elle était de la race des élans. Et comme tous les élans, elle était très haute sur pattes, avec un visage, avec les traits si fins qu'on voyait les os des pommettes vibrer à chacun de ses pas. Les gens n'aiment pas. Elle avait des vastes cornes alambiquées, car elle avait déjà changé 7 fois de sexe. Car elle avait des problèmes d'indécision. Et c'est pour cela que les méchants du royaume l'appelaient Albator. Des fois j'écris des trucs, ça me vient, je sais pas pourquoi. Et elle gambadait dans les hautes herbes du Canada. Elle marchait, elle mâchait de la neige, elle adorait ça. Alors ça lui fracturait les dents. Mais elle s'en fichait, parce que se nourrissait que par succion. C'est véridique, hein. Elle suçotait des fruits, elle suçotait du seigle sauvage, des ventouses, mais c'était très rare, parce qu'on en trouve peu dans la nature. Et des piques verts. Et de plus, elle était myope, et comme ça, elle pouvait se repérer par succion. Il pique ce fruit. Je dois être à côté d'un châtaignier. Et c'est comme ça aussi qu'elle reconnaissait ses amis, en leur suçotant le visage. Salut Gontran. Ah, c'est toi. Et Gontran était ravi en s'essuyant le visage plein de bave. Et tout le monde... Oh, je crevais. Tout le monde l'aimait bien. Et meuglé à son passage... C'est bientôt fini. Et meuglé à son passage. Et elle répondait en un meuglement si délicat et plein de sensualité, avec un meuglé en subjonctif présent, avec des compléments d'objets directs, d'une finesse. Léger comme de la mousse, mais nourrissant comme une salade de gésier avec des pommes de terre. Une fois, il avait plu. Bon. Une autre fois, elle rencontra une poule d'eau qui avait le visage très rêche, car il voulait voler et se jeter des rochers. Alors, souvent, il se râpait le visage. Elle en tomba bien sûr complètement amoureuse, car les élans étaient tellement butés sans cesse à faire de la musculation ou à se battre contre les touristes. Alors, ils vécurent heureux dans un nid à même la vase. Et elle courait dans la save avec son ami sur le dos, au bord des falaises pour l'aider à voler. Et ce qui arriva, arriva. Ils s'envolèrent vers on ne se sait où. On dit qu'ils vivent à la cime des brouillards. Là, il fait toujours beau. Et ils tiennent là-bas une pizzeria. C'est magnifique. Magnifique. Jean-Noël Mistral, messieurs, dames. C'est toujours un grand moment de poésie. Entre autres, Jean-Noël Mistral, alias Arnaud Aimard, ou l'inverse, on ne sait plus. On se retrouve le 8 et 9 mars au Solo à Paris. Allez écouter la poésie. Voilà. C'est un conte approximatif et gauche, voire bègue, hein, je précise pour les gens qui viendraient te voir. Et on te retrouve sur Spectralex. Sur Internet, je suis sur Internet. Ouais, t'es sur Internet. Spectralex.org ou Spectralex sur YouTube. C'est ça. Je pensais que c'était pas lu, c'était pour me mettre sur YouTube, mais là, je suis obligé de... C'est le nom de la compagnie. Ouais, c'est super. On a envie. Désolé, je travaille aussi. Oui, c'est ça. Il y a un code APE. Sauf ici, je considère ça comme du vol. J'ai cru que tu allais dire du plaisir, mais non. Bon, voilà, bienvenue sur Nova. On est toujours avec Jean-François Corti, le président de Médecins du Monde. Ça fait du bien, certes, un peu de poésie, un petit peu de littérature, un petit peu de Juliette Arnaud et son célèbre questionnaire. Et oui, Jean-François, je t'ai donc demandé quel livre t'étais resté de l'enfance. Et pour une fois, quelqu'un qui a aimé une lecture obligatoire du collège, c'est lui, c'est Jean-François. Toi, tu m'as dit Ravage de René Barjavel, qui est un roman qui date de 1943 et qui fait partie de la catégorie science-fiction post-apocalyptique. Normalement, tu dors pas super bien après lecture. Ça a été ton cas ?
Ouais, ça m'a fait flipper à l'époque. Je lisais pas trop. Moi, j'étais un gamin, je courais dans la nature et je jouais au foot et j'allais à la pêche. Et le collège m'a obligé à lire et j'ai lu ce bouquin et qui m'a énormément marqué. D'autant plus qu'aujourd'hui, cet ouvrage qui parle de science-fiction nous amène dans une réalité réelle, puisque aujourd'hui, on est dans une période où l'humanité est remise en question par le péril environnemental et c'est ce qui est un petit peu évoqué dans l'ouvrage, quoi. Alors, ce qui est évoqué aussi dans l'ouvrage, c'est qu'on règle les choses par la polygamie. Tout n'est pas à prendre dans ce livre. Mais lisez-le, c'est chouette, Barjavel. Je crois qu'Aymeric est en train de prendre des notes là. Ensuite, je t'ai demandé, Jean-François, quel livre t'avait donné envie. Il écoutait pas, oui, très précisément, pardon. Je sais pas pourquoi je le réveille de temps en temps. Ça s'est vu parce qu'il a voulu réagir et son cerveau a dit non. J'ai failli faire une impro, mais j'avais pas le thème. Avançons, Juliette. Jean-François, je t'ai ensuite demandé quel livre t'avais... La polygamie. Ça y est. C'est bon. Le réveil. Quel livre t'avait donné envie de devenir une grande personne? Et tu m'as répondu l'autre grande gloire littéraire marseillaise, en sus de Pagnol, à savoir Jean-Claude Izzo, alors qui a, à la mi-temps des années 90, a sorti une trilogie, Total Kéops. Donc c'est des polars. Il y a la ville, il y a le port de Marseille, il y a la mer, et il y a Fabio Montale, le flic. Moi aussi, j'avais adoré les lire à sa sortie. Mais toi, carrément, tu m'as dit que ça t'avait donné, t'avais trouvé dans ces romans le moyen de concilier deux choses. Ça m'a permis d'assumer ce que j'étais, c'est-à-dire qu'à l'image de Fabio Montales, le commissaire qui est un pro quand même, hein, il résout des énigmes, mais c'est un peu un poète, il aime la pêche, il aime la polygamie. Le sport. La polygamie, je ne sais pas, mais je crois qu'il aime les femmes. La polygamie. Voilà. C'est un grand pro et en même temps, il est un peu poète et un peu branleur. Et je pense que c'est ce qu'on est la plupart des humanitaires, c'est-à-dire qu'on essaye d'être à la fois professionnel et à la fois un peu rock'n'roll, quoi. Voilà. Donc ça m'a plu, ça m'a aidé à être ce que je suis. On recommande Jean-Claude Izzo. Et puis je t'ai demandé le livre qui te fait rire. Tu m'as répondu Mon chien stupide de John Fante. Excellent titre, soit dit en passant, parce que c'est vrai que les chats ont facilement l'air d'être supérieurs, les chiens moins. En gros, c'est l'arrivée inopinée d'un grand chien particulièrement stupide dans une famille américaine des années 60 et les conséquences que ça a sur la famille. Moi, je suis navrée d'admettre que je suis un petit peu imperméable à John Fante ou à Bukowski, qui était son grand pote, mais je ne demande qu'à être éclairée. Toi, ça te provoque quel genre de rire ? Je pense que c'était le même niveau que les blagues de Kemeric, parfois, en lâcher prise, quoi. Ah oui, on voit alors. Moi, je t'ai écouté depuis tout à l'heure. Non, mais c'est un compliment. C'est à la fois. C'est un compliment. Oui, c'est un compliment. Je parle. Attends. Laisse-le te faire des compliments. Il est à la fois spirituel et des fois graveleux. Il se fout de ma gueule. Ah oui, là, il se fout de ta gueule. C'est tout, quoi. C'est ces écarts, là, comme ça, qui nous font beaucoup rigoler. Et le bouquin, il m'avait fait particulièrement rire, effectivement. Oui, et c'est vrai que c'est à chaque fois des hommes qui sont pas particulièrement héroïques. Ah oui. Allez, on parle de quoi, là ? Non, on parle plus en bas. C'est un peu des losers. Ouais. Mais bon, c'est à la Cyrano, c'est-à-dire que ça peut être aussi des losers un peu classe, quoi. Ouais, non. Cyrano, je connais. On va lui offrir ça à Noël, je pense à Aymeric. Mon chien stupide. Parfait. Merci pour tous ces conseils lecture. Merci Juliette et merci Jean-François. J'ai l'impression que l'heure est venue de la chronique subversive de l'émission, celle qui fait trembler les puissants, celle qui a trempé sa plume dans le vitriol, qui repousse les limites. Mais comme Stéphane Guillon n'était pas disponible, tant pis. Ma foi, c'est l'heure de Pierre-Emmanuel Barré. Oui, continuez à applaudir. Encore un peu. Stop. Merci. Point trop non faux. D'habitude, je ne suis pas friand de ferveur populaire, mais là, c'est mérité. T'es mérité parce que j'ai résolu un mystère, et pas n'importe quel mystère, celui qui nous rend tous fous depuis 7 ans. En fait, Emmanuel Macron, il n'existe pas. Macron, c'est François Damiens. Et bam, la lumière fut, tout prend sens. Je suis sûr qu'il y a une caméra. Paf, vu. On a été filmés depuis le début. Elle était là. Ça explique tout.
Depuis 2017, chaque jour en voyant les décisions de Macron, on se disait mais non, mais c'est pas possible, mais il fait exprès pour nous énerver. Mais en fait, oui, oui, il fait exprès, c'est le but, c'est une caméra cachée, elle est là, regardez. Ah, François Damiens, mais c'est un génie. Déjà le tatoueur, le vendeur de frites, le commandant de bord, c'était fort. On se mettait à la place des gens piégés, on disait waouh, comment j'aurais envie de le taper si j'étais eux là. Mais là, le coup du faux président, mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est fou, il a réussi à piéger un pays entier, quoi. Il y a 67 millions de personnes qui rêvent de lui sauter dessus pour lui mettre des tartes, là. C'est le plus grand canular de l'histoire. C'était brillant. C'était brillant, mais là, ça a été trop loin, la caméra cachée. C'est pour ça que je l'ai démasqué, Damiens. François Bayrou, Premier ministre. Mais non, trop gros. Trop gros, c'est trop gros, on n'y croit plus. Faut pas nous prendre pour des cons non plus. Hein. Non, déjà, quand j'ai entendu les noms des candidats possibles pour Matignon ces derniers jours, j'ai commencé à avoir des doutes. Hein, Cazeneuve, Le Drian, Le Cornu, Retailleau, Barouin, j'avais l'impression d'être chez Action ou à la Foire Fouille. Que des merdes que tu vas devoir jeter 3 jours plus tard. Mais là, Bayrou, non. Non, Bayrou, c'est pas une réponse sérieuse à la question « on met qui à Matignon ?» hein. Au maximum, c'est la réponse à la question « Hollande, Fillon, Léotard, Mitterrand, De Rugy, Pinault, Feldman, Valéry, Pignon, citer un François encore moins compétente, c'est 9 homonymes. » Et là, oui, Camembert jaune, là c'est bon, mais Matignon, non. Non, ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. Il y a 40% des Français qui vont plus voter. Les autres, ils choisissent en majorité le nouveau Front Populaire et le RN. Le message est clair. On vous fait plus confiance, on veut du changement. Et paf, Bayrou, Premier ministre. On peut pas moins changer qu'avec François Bayrou. Bayrou, c'est Barnier avec un peu de sauce béarnaise, quoi. Il a été député, maire de Pau, ministre, maire de Pau, député, ministre, maire de Pau, ministre, maire de Pau. Même sa carrière est bégaye, quoi. Avant sa nomination à Matignon, Bayrou, il était haut commissaire au plan. Je sais pas ce que c'est, mais visiblement, lui non plus. Hein, parce qu'en 4 ans là-bas, il a publié 18 notes de 20 pages qui, d'après un rapport du Sénat, ont, je cite, des lacunes importantes et ne présentent pas de valeur ajoutée. Je sais pas s'il parle de Bayrou ou de ses notes, c'est un peu confus. Ça marche avec les deux. Ça fait 42 ans qu'il vit grâce à l'argent des Français, qu'il leur donne rien en contrepartie. C'est même plus de l'assistanat, c'est de l'acharnement thérapeutique. Là, faut le débrancher, François. Le cerveau a pas donné signe de vie depuis un demi-siècle. Il n'y a plus aucun espoir. Je suis ni à gauche ni à droite. Je suis au milieu, Bah ouais, t'es au milieu. Ça bloque la route, connard, on peut pas avancer. Je ne sais pas quel grand homme de lettres a dit un jour ni de gauche ni de droite, pile au milieu, la place du trou du cul, mais c'était bien vu. Eh ben c'est moi, dis donc. Et puis, pardon, mais Bayrou, il a quand même été ministre de Balladur, Juppé, Édouard Philippe. Son milieu, il penche quand même vachement d'un côté. Hein. Tu vas chez lui, t'es là, mais ils sont pas droits, les tableaux, là. Ben si, hein. Bayrou, vendredi, le jour de sa nomination, il a dit qu'il voulait s'inspirer d'Henri IV. Alors super, mais alors vas-y à fond, quoi. Laisse-toi pousser la barbe, mets une collerette, monte dans un carrosse et meurs. En plus, je suis sûr qu'il s'en tirera avec les honneurs. Il aura des funérailles nationales avec un cercueil en acajou qui remonte les Champs-Élysées au son des clairons de la garde républicaine. Ça résumera bien sa carrière, coûter cher à l'État tout en servant à rien. Hein. Bon, vous savez ce qu'on dit, les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. Alors François Damiens, bravo. Hein, c'était très drôle, mais maintenant ça suffit. Sors du perso et rends l'Élysée. Merci de m'avoir écouté. Merci Pierre-Emmanuel Barré, qu'on retrouve aussi en podcast sur toutes les applis et en tournée dans toute la France. Et à partir de janvier, au Bataclan 2025. À partir de 2025. À partir de janvier 2025, tout à fait, bravo. Et on peut retrouver également l'œuvre de Pierre-Emmanuel Barré sur la boutique saint-roustan.com. Vous allez retrouver des goodies et tous les bénéfices vont à Pierre-Emmanuel Barré. À la fondation. Je fallait pas le dire, putain. La fondation Pierre-Emmanuel Barré. Médecin du monde. Médecin du monde, voilà. Oh la boulette. D'ailleurs, on peut aider Médecin du monde, évidemment, en faisant des dons. Et si on veut Pierre-Emmanuel Barré. À Pierre-Emmanuel Barré aussi. Parfois, il fait de la peine. On a envie de lui donner 2-3 pièces. Mais si on veut aider Médecin du monde en tant que bénévole, est-ce que Médecin du monde recrute ?
Oui, il y a une trentaine de programmes en France. On intervient dans une trentaine de pays internationaux aussi, mais en France, on a plein de programmes. Et donc, venez nous voir à Paris, Lyon, Toulouse, Marseille. Enfin, on est présent. Si vous voulez vous engager, vous pouvez venir. Question con, mais il faut obligatoirement une formation de médecin ou... Non, il faut... Pierre-Emmanuel peut venir aussi, Émeric. Hésitez sur moi. En fait, après, moi, j'ai le BSR. Hein, donc, je veux ramener des médecins en voiture. Non, mais c'est tous les corps de métier, les accueillants, les traducteurs, les humoristes aussi sûrement, pour faire rigoler les gens dans les salles d'attente. On fait pas que ça. Entre autres. Et donc c'est très ouvert. On revendique le fait d'être un espace ou un lieu d'engagement qui soit pas un parti politique, qui soit pas un syndicat, qui soit un endroit où on peut rendre service à des gens, être avec des associations partenaires et puis être engagé dans le champ du politique sans être partisan, mais en défendant des valeurs de solidarité et en toute indépendance. Donc venez nous voir, venez nous voir nombreuses et nombreux. Merci pour ça, Jean-François. Avant de te laisser continuer à sauver le monde, on avait quand même quelques petites dernières questions à te poser. Émeric, tiens, une question pour Jean-François Corti. Bonjour, quand vous me regardez, vous pensez que je dois plutôt faire du sport ou manger moins ou c'est trop tard? Du sport. Pierre-Emmanuel. Oui, Jean-François, vous êtes président de Médecins du Monde, mais vous êtes également médecin. Est-ce que ça vous emmerde pas trop les gens qui vous demandent de regarder leur grain de beauté bizarre pendant les dîners pour savoir si c'est grave? Non, je préfère regarder mon assiette. Jean-François, si tu n'avais pas pu faire de la médecine humanitaire, t'aurais choisi quelle spécialité? Si tu réponds chirurgie esthétique, va y avoir drama. Si j'ai pas fait, non, j'aurais été rockstar en fait. J'aurais fait de la musique et tout. J'aurais pas fait de médecine. C'est pas une spécialité. Mais je l'aurais inventé. Très bien. Jean-François, parmi les médecins suivants, quel est ton préféré? Michel Simès, Didier Raoult, le docteur Givago ou le docteur Maboul? Docteur Maboul. Docteur Maboul, c'est mon préféré aussi. Émeric? Oui, est-ce qu'un verre de vin, c'est ça de moins dans la poche du médecin? Est-ce qu'un verre de vin, c'est ça de moins? Est-ce qu'un verre de vin, c'est ça de moins dans la poche du médecin? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est la poche de la question. Pierre-Emmanuel? Jean-François, vous êtes médecin, est-ce que vous pourriez regarder là? J'ai un grain de beauté bizarre. Bon, Juliette? Si t'étais obligé d'avoir une barbe, est-ce que tu préférerais être Pasteur ou Freud? Émeric Lompré. Oui. C'est beau. Pierre-Emmanuel? Oui, Jean-François, vous êtes médecin, est-ce que vous pourriez regarder là? J'ai un collègue bizarre. J'ai une dernière question pour toi, Jean-François. Est-ce que tu condamnes les gens qui ne condamnent pas les gens qui condamnent le Hamas, mais sans dire qu'ils condamnent le Hamas? Ouais, moi sur les réseaux sociaux, je suis considéré comme un pro-Hamas, donc c'est chiant. Donc je condamne tous les gens méchants et vive l'humanitaire et vive vous et merci pour l'invitation. Et merci à toi d'être venu. Merci Jean-François Corti d'avoir été avec nous pendant ces 2 heures. Merci aussi à Florian Gouttière d'être venu, Arnaud Aymar, Douli, on peut les applaudir bien fort. Merci à l'invité de notre invité, Laurence Huc. Merci à vous, cher public. Merci à toute l'équipe technique de l'Européen qui nous reçoit chaque semaine. Merci Seb, on peut leur faire du bruit également. Merci à Malo, notre réalisateur, qui a finalement été augmenté. Et tout ça, c'est grâce à vous aussi. Paul à la technique depuis les studios de Nova. Merci à toutes les équipes techniques de Radio Nova. Frédéric Antelme. Merci à Colline, Mehdi, Sébastien, Bastien pour les réseaux sociaux. Merci aux équipes vidéo Goodway, Benjamin, Alban, Adrien. Merci à Christian pour la programmation musicale. Merci à Mano, Loris pour la prod. Notre indispensable rédacteur en chef, Ramzi Assadi. Et merci à Émeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré, Juliette Arnaud. Et Guillaume Meurice. On se retrouve après les vacances. Amusez-vous bien, profitez bien et vivement la dernière. La dernière.